Bah dites donc, voilà, toujours cette phase d'attente géniale pendant les génériques, on se regarde comme trois ronds de flanc, c'est fantastique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Twitch pour ce nouveau petit live Puissance Park, cette fois-ci avec 3 personnes. On retrouve notre bon Benji, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. C'est pas facile pour moi en ce moment, mais bonsoir à toutes et tous, chers puissants, j'ai puissants. C'est ça qui compte surtout, c'est cool. On essaye, et puis bah, on est rejoint, voilà, par l'inénérable Jean-Marc. Puissant des puissants, mes hommages. Effectivement. Et on n'est pas tous les 3 seuls ce soir, puisqu'on est également joint par le bon Johan. Coucou Johan, en distanciel. Bonsoir tout le monde, je suis très content d'être là, en direct de chez moi. Et c'est bientôt Noël. Effectivement, bah on est à J-7 de Noël, donc bah voilà, j'espère que vos petites listes de courses, de cadeaux sont en train de se boucler de votre côté. Ce soir, on a un live qui a, mine de rien, un petit programme, ma foi, fort sympathique. On va parler de différents sujets. On va parler de Walibi, puisque Walibi Belgium, certains d'entre vous le savent, a lancé un événement, c'est-à-dire sa première saison de Noël. Ils l'ont inauguré la semaine dernière, et donc du coup, bah, ça a été l'occasion pour Johan de s'y rendre, et il va pouvoir nous en parler un petit peu en soi, histoire de nous débriefer sur comment ça s'est passé. On va avoir l'occasion de parler de diverses actualités concernant Top Thrill Dragster, différentes choses qu'on va voir un peu partout, mais surtout, on va également avoir un petit bonus proposé par Jean-Marc, et vous allez avoir l'occasion pour Noël de gagner un petit quelque chose. Un tout petit cadeau, Voilà, donc ça. Non, mais pour l'instant, ça veut dire que ça va inciter les gens à rester jusqu'à plus tard dans l'émission. On dit rien de plus. Voilà. C'est-à-dire que je vous propose, on va attaquer avec Johan sur Walibi, et après ça, je révélerai le petit cadeau. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est un petit cadeau quand même. Non, mais voilà, c'est bien parce qu'on va faire ce soir, on va faire des trucs qu'on a rarement fait chez Puissance Park. Déjà, bon, le gift, ça c'est un truc qu'on a l'occasion de faire. On a déjà pu le faire la dernière fois justement avec les pins. De la gamme Merge Transdemonium. Le 31 décembre, il sera trop tard. Voilà. Voilà. et ensuite derrière, eh bien, là, on a déjà ça. Puis ensuite, on va pouvoir faire aussi un unboxing. Ouais, et puis annoncer quelque chose de nouveau qui arrive à la boutique aussi. Exactement. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, on a un petit programme sympa. On va vous détailler tout ça. Mais d'abord, effectivement, comme on l'a dit, eh ben, Johan, tu étais hier pour le coup à Wavre, pardon, je dis Wavre. Quel enfer. Non, à Wavre en Belgique pour aller rendre visite donc du coup à nos amis de Walibi Belgium qu'on salue encore une fois. Merci pour l'invitation. On précise le contexte de cette visite. On a été invité en fait au niveau de l'équipe à venir rejoindre l'équipe de communication de Walibi Belgium avec d'autres influenceurs dans le cadre de cette journée qui était organisée hier pour découvrir les festivités de la saison de Noël. Pour le coup, Johan a pu s'y rendre dans ce cadre-là, donc je suppose que tout ce qui était repas, etc., a été payé sur place. Par contre, les transports n'ont pas été financés. Chacun devait se rendre par ses propres moyens au parc. Voilà, mais c'est dans le cadre d'une opération spéciale. Donc on vous le précise encore une fois, c'est important. On aime bien être transparent sur ce genre de truc. C'est important vis-à-vis de vous aussi de le savoir. Donc du coup, Johan, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi hier. Oui, alors effectivement, en fait, la journée se déroulait en 2 parties. Moi, j'ai assisté uniquement à la deuxième, puisque la première était le matin. En fait, on nous invitait à découvrir, je crois, 3 ou 4 nouveaux toboggans dans Aqualibi. Que j'ai pas eu l'occasion de visiter, je suis arrivé un petit peu après, donc je pense que vous pourrez vous rendre notamment sur la chaîne de Etienne de DB World pour découvrir ça, et ensuite on nous invitait effectivement à découvrir surtout la saison de Noël. Donc on avait effectivement accès, comme j'étais le seul membre de Puissance Park, j'avais accès au parc. Et alors je précise quand même que ça faisait bien 20 ans que j'avais pas été à Walibi et à Walibi Belgique. Donc autant vous dire que c'est comme si je le redécouvrais pour la première fois. Donc ça a été une première pour moi, hein. Vous pourrez peut-être avoir quelques impressions sur des grandes attractions, et effectivement c'est la première fois que Walibi se lance dans une saison de Noël. Tout à l'heure vous aviez dit, je vous ai entendu dire il y a 2 secondes qu'ils l'ont lancé la semaine dernière, mais moi quand j'étais sur place ils m'ont dit c'est vraiment la première journée qu'on ouvre au public. Alors voilà, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Et il est aussi important, excuse-moi Johan, important de préciser, c'est la toute première fois dans l'histoire du parc qu'ils ouvrent à cette saison. Oui, absolument. Oui.
Absolument. C'était vraiment l'occasion de tester pour eux une saison de Noël en essayant d'y mettre toute la magie qui va avec, qui s'appelle donc Walibi Winter. Et pour info, notre ami Erwan Rocher, notre contact sur place, m'a précisé qu'il y avait autant de budget qui a été mis que pour une saison d'Halloween. Et donc on avait un accès au parc ainsi que une petite carte sur laquelle il y avait 20 € pour le dépenser en nourriture et autres, et en particulier pour le marché Noël. Donc en fait, comment se compose la saison de Noël de Walibi? Donc déjà effectivement, il y a tout un panel de décoration qui est mis en place que je vous détaillerai ensuite. Il y a ce qu'on appelle donc le marché de Noël, donc des petits chalets juste devant la grande scène au début du parc avec toutes sortes de nourriture, boissons et autres. J'ai pris quelques photos, Greg, si jamais tu les as. On a dans le cinéma 3D ou le cinéma 4D, il y avait un film qui semblait montrer quelque chose en rapport avec le Père Noël que j'ai pas eu l'occasion de faire, mais qui j'imagine peut-être a été fait pour l'occasion. Certains pourront me confirmer ou pas si c'était exceptionnel, mais je pense que ça a été fait que pour cette saison-là. On a alors il y avait un grand donc je vais avoir besoin de l'aide de nos abonnés pour nous dire si certaines choses sont déjà là depuis longtemps ou pas. Il y avait une grande scène sous une tente avec une patinoire avec beaucoup de musique de Noël, beaucoup le thème de Noël qui revient. Je sais pas si la patinoire est là en temps normal ou pas. Non, la patinoire n'est pas là en temps normal. Donc voilà, la patinoire est spécifiquement installée pour la saison. Effectivement, donc avec essentiellement... Ils ont pas démonté une attraction et vidé le bâtiment pour installer une patinoire, eux. Dis donc, y aurait-il le ressentiment dans ce que tu... Pas du tout. Pas du tout, non, effectivement. Je suis parfaitement calme. Ça s'entend et ça se voit. Par contre, tu pourrais essuyer ce filet de baffe parce que ça dégueulasse le micro. Voilà, cordialement, voilà. La production. C'était assez... cordialement assez la dentition. Pardon, Johan, pardon. Vas-y, Johan. Et ensuite, il y a le petit bouquet final de la journée. À partir de 17h45, 18h, vous avez une petite activité qui va ouvrir en plus, qui fonctionne surtout la nuit, évidemment. C'est alors c'est en anglais, je me souviens plus bien du terme, c'est la forêt enchantée en quelque sorte, où en fait vous allez pouvoir faire un petit parcours à l'intérieur d'une forêt. Apparemment, c'est un parcours qui est utilisé aussi durant Halloween, si jamais il y en a qui reconnaissent. Et en fait, c'est ça me rappelle une des maisons. Un petit parcours à pied où tout a été entièrement recouvert de neige. C'est absolument incroyable et j'arrive même pas à comprendre comment ils ont fait cette texture de neige qui est extrêmement réaliste, que j'avais vu nulle part ailleurs. Et donc vous avez des petits effets de lumière et ce genre de choses. Oui, Jean-Marc. Dis-moi, Johan, est-ce que tu as, je suppose que ton esprit scientifique t'a poussé à aller tâter ce matériau qui imite la neige. De quoi s'agit-il, à ton avis? Tu connais la réponse ou pas? Non. Non. C'est peut-être du savon, moi je dirais. Mais alors, si jamais vous avez mes archives, il y a justement une petite vidéo où je prends la neige entre mes doigts et j'essaie de voir ce que c'est. Ça ressemble à, je sais pas, comme ça me fait penser à du copeau de bois, mais qui serait blanc en fait, ou une sorte de je sais pas comment dire, parce qu'en plus ça tâche même pas, ça reste pas. C'est comme une sorte c'est une sorte de coton mousse. Ou une mousse, mais une mousse qui devient pas liquide, qui se dilue pas, ça reste physique, tu vois. Tu pourrais même en prendre et faire une sorte de boule avec. C'est très étrange, c'est comme je sais pas, ça ressemblait à du copeau mais blanc, c'était vraiment très étrange. Donc c'est probablement un dérivé pétrolier. Il y a fort à parier, oui, effectivement. En même temps, on est sur un effet qui doit certainement durer avec tous les gaz qui vont passer dans le truc. J'espère quand même qu'il y a... Parce qu'il faut dire aussi que l'événement dure jusqu'au 7 janvier. Ouais. Date à laquelle ensuite le parc referme pour l'hivernage. Vas-y, j'espère qu'il y a quand même une notion biodégradable dans tout ça, parce qu'il y en a vraiment partout dans la forêt. Donc je vois pas comment ça peut être nettoyé d'une quelque façon que ce soit autrement que par se dissoudre naturellement dans la nature, quoi. Mais en tout cas, effectivement, comme c'est la nuit, vous avez plein de petits effets de lumière avec une musique qui au début était un petit peu mystérieuse, donc tout le monde était un petit peu, tu vois, c'est pas tout de suite tu rentres dans l'esprit de Noël. C'est un peu comme le Pôle Express où des fois t'as des instants un peu mystérieux et t'es pas sûr d'être en sécurité. et donc c'est vraiment très chouette.
À la base, oui, c'est certainement la salle, enfin l'espace de l'une des mazes de Halloween, effectivement. Et je me demande si c'était pas il y avait pas un truc justement la forêt. Il y avait une maze comme ça justement les années précédentes. Je ne sais plus exactement si c'était le cas cette année. Désolé, je suis pas tout à fait au point sur les mazes. À Walibi? À Walibi, oui, il y en avait. Non, il y avait pas de forêt cette année. D'accord, parce que l'année dernière, il y en avait une. Et je me demande si éventuellement ils l'ont pas reconditionné justement cet espace-là. Alors, qui se passait dans une forêt, mais est-ce que ça a été reconditionné, réutilisé tel quel? Peut-être qu'ils ont récupéré les décors et remis en place ailleurs. Les gens qui étaient autour de moi m'ont dit que c'était c'est une parcelle de forêt qui est utilisée, je crois, comme file d'attente, ou en tout cas il y a une notion de ça a servi pour une maze, quoi. Soit en maze directement, soit en file d'attente, mais ouais, effectivement c'est ce qu'on m'a dit. J'en profite, dans le chat, il y a Antoine Espace qui disait a priori la mousse s'appellerait du Wonder Woods. C'est le nom du bois. T'es sûr que c'est pas le nom de l'attraction plutôt? Ah, alors oui, Wonderwood, c'est oui, c'est si ça. tu nous remets le plan. Antoine Espace, je t'avais demandé de bien développer. N'hésite pas à bien préciser ce que tu veux dire, parce que moi j'ai cru que c'était la matière. Non, effectivement, maintenant que c'est dit, ça me revient. C'est ça le nom que j'appelle la forêt enchantée, très françaisement. T'es pas loin, t'as franchisé le truc et c'est bon. Donc. Et donc voilà, et on sort de cette petite expérience vraiment très sympa et très mignonne avec voilà, il y a plein d'effets. Tu vois tout ce qui peut être un petit peu magique et merveilleux, comme une machine à bulles, mais avec de la fumée dans la bulle. Donc c'est des bulles qui sont blanches et quand elles éclatent, tu vois, ça libère un petit peu de fumée. Beaucoup de choses très très charmantes et très mignonnes. Pour une première, c'est vachement bien. On était plusieurs à se faire la réflexion que ça manque peut-être à la fin d'un petit tu vois, on a découvert quelque chose, parce que actuellement quand on sort de la forêt, on sort de la forêt et point, c'est fini. Ça manque d'un petit final, quoi. Genre pendant tout le parcours pendant tout le parcours, on t'a invité à te donner l'impression qu'on se dirigeait de plus en plus vers quelque chose de mystérieux et qu'on allait peut-être découvrir quelque chose, mais à la fin on ne découvre rien, on sort. Donc en discutant avec un des employés qui était là, qui était super sympa, on se disait que effectivement ça pourrait pour une prochaine fois mériter un petit final ou un petit storytelling, mais pour une première, c'est vraiment super bien tenté, quoi. C'est très charmant et je crois que tout le monde a apprécié. Il y a fort à parier que Walibi va adopter la même approche qu'ils ont eu également avec Walibi Halloween, puisque ça fait des années que non seulement déjà ils font l'événement, mais en plus derrière où l'événement ils capitalisent sur ce qui a marché sur certaines mazes, ils les gardent, je dis peut-être une connerie au niveau des durées, mais 3-4 ans, et ils améliorent, ils upgradent petit à petit les trucs au fur et à mesure, voire même fut un temps Walibi faisait un truc qui était pas mal du tout, c'était carrément des histoires, des storylines qui sur une saison parlaient d'un certain personnage et faisaient un développement d'un certain personnage, et à la fin il y avait un événement qui se produisait, qui faisait que les personnages devaient changer nécessairement, et l'année suivante, ils reprenaient l'histoire à ce moment-là, plus ou moins. Voilà, Fearless, si tu nous regardes, coucou et merci pour l'info. Mais grosso modo, oui, il y a fort à parier qui vont peut-être adopter la même approche. Pour Noël, c'est développer l'IP, je dirais, le lore de Wonderwood. Exactement. Il y avait des personnages, Johan, qui ont peut-être été présentés comme étant des personnages particuliers à cette saison-là, éventuellement de la part de Walibi, ou non? Ça te dit quelque chose? Alors, présenter, c'est un grand mot. Moi, j'ai un petit peu de mal à faire comme j'ai découvert le parc, un petit peu mal à faire la différence entre ce qui est là en temps normal ou pas, mais néanmoins, la mascotte Wally ou Walibi, le gros kangourou, avait Non, il s'appelle bien Walibi, hein. Walibi, le Wallaby. Très bien. Walibi avait un joli bonnet de Noël sur l'une de ses deux oreilles, parce que le bonnet ne rentre pas sur les deux, donc il avait un bonnet de Noël sur une oreille, et il était souvent accompagné d'un lutin ou de plusieurs lutins, donc il y avait la plupart des employés ont la tenue rouge classique, mais il y avait certains employés qui avaient une petite tenue de lutin de Noël, donc voilà, il y avait des petites choses mises en place. Oui, Jean-Marc, t'allais dire un truc? Ok. Non, je t'écoute, je bois tes paroles. Voilà, du coup, j'ai commencé par la fin avec la forêt, parce que je crois que c'est ce qui m'a le plus touché, parce que c'est vraiment très charmant, mais du coup, effectivement, quand tu entres dans le parc, dès l'entrée, je trouve qu'il y a quand même une bonne, un bon budget, une bonne claque qui est mise en termes de déco de Noël, et c'est déco de Noël plutôt de qualité, je trouve. Il y a énormément de guirlandes, mais il y a aussi voilà, des compositions avec des boules de Noël
qui entourent des poteaux, etc. Il y a dans le town square entre guillemets un grand sapin qui est mis en plein milieu et qui est surélevé de 2 mètres de haut, où malheureusement on ne peut pas toucher aux cadeaux et ni les déballer. Je trouve ça vraiment très dommage, hein. Ils ont pas pensé. Johan, rappelle-toi, tout ce qui brûle pas, tout ce qui est pas attaché, le visiteur va tenter de s'en emparer. C'est ça. Vous tentez de le brûler aussi, hein, ça peut arriver. Et il y a des très jolies musiques de Noël qui circulent. Et attention, moi Et toi, t'es un expert. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En tant qu'expert de musique de Noël, on peut très vite tomber dans le kitsch ou dans le nul. Mais là, je trouve qu'elles étaient relativement bien choisies. En plus, la plupart, je les avais rarement entendues. Enfin, en tout cas, les thèmes, on les connaît, mais la manière dont c'est orchestré, des fois, il y a toujours des nouveautés. Et c'était très très bien. Un peu saoulant dans le restaurant, néanmoins. et parce qu'ils envoient les musiques de Noël dans les boutiques, dans les restaurants, partout. Et je me souviens, à un moment donné, je suis entré dans une boutique, la musique était particulièrement forte, et j'ai regardé l'employé, je lui ai dit mais la musique elle est tout le temps forte comme ça. Il m'a fait oui. Bon, désolé. Allez, cast de Walibi. En tout cas, on vous embrasse, ouais. Les gars. Donc voilà, beaucoup de lumière, beaucoup de sapins. Donc c'est un parc qui va prendre vie de plus en plus au fur et à mesure que la nuit va tomber. C'est même un petit peu frustrant parce que forcément la nuit est plus courte que la journée, donc on a envie de rester. Et c'est vraiment très joli. Comme c'est un parc où il y a beaucoup de végétation autour, ils utilisent beaucoup les arbres pour mettre des guirlandes partout. Et là, j'ai envie de faire une petite comparaison avec l'un des parcs qui, pour moi, reflète techniquement le plus la magie de Noël, à mon sens, hein, qui était Disneyland Paris, mais en particulier sur Main Street, parce que Main Street, c'est vraiment un endroit qui se prête énormément à la magie de Noël. Mais une fois qu'on est sorti du Main Street, dans les autres landes, il n'y a pas spécialement une très très grande richesse de déco Noël. T'as quelques guirlandes sur les murs et c'est tout. Et là où c'est différent avec Walibi, c'est que pour le coup, il y en a vraiment partout. Alors, un peu moins dans le fond du parc, mais dès qu'il y a une grosse quantité d'arbres ou l'occasion vraiment de mettre plein de guirlandes, il y en a vraiment partout. Et on a, je trouve, une vision assez féerique et enchantée de Noël, notamment avec justement la présence de beaucoup d'arbres. Ce qui est pas le cas dans Main Street par exemple, où c'est surtout des bâtiments, donc c'est aussi un style à part entière et c'était vraiment très sympa. Il y avait aussi la tour de chute libre, vous pouvez peut-être me rappeler son nom. Dalton Tower. Ah oui, voilà, exactement. Eh bien, elle était assez bien mise en valeur parce que, comment vous expliquer? Alors déjà, il y avait plein de guirlandes de Noël qui étaient au sommet, donc plein de petits points lumineux sur le gros silo central qui est tout au sommet, mais aussi en bas de cette attraction, il y avait des projecteurs qui dirigeaient des faisceaux de lumière en direction de ce point au sommet, mais en cercle. C'est-à-dire qu'il devait y avoir, je pense, une 20 ou 30 rayons qui partaient du bas et qui faisaient comme une sorte de tente, vous voyez, et qui se dirigeaient vers le haut jusqu'au sommet, et ça rendait vraiment super bien. Il y a un gros travail de lumière pour cette saison. Est-ce que tu dirais que ça faisait comme une super de sapin géant en fait, la forme? Un cône, ouais, la forme, on peut dire ça. Après, un sapin certes très très droit, ça me faisait un peu plus penser à une tente ou un tipi, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça évoque un petit peu sapin. Peut-être que dans ce cas-là, si les faisceaux avaient été verts, de couleur verte, ça aurait été encore plus parlant. Ouais. Mais ce sont des faisceaux de couleur blanche et de temps en temps ça bouge. Un sapin enneigé. C'est ça. Bon, un sapin dont les branches... Le mec qui veut absolument avoir raison, tu sais. Et d'ailleurs, des sapins, il y en avait un petit peu partout, hein, et aussi très joliment décorés, donc très souvent recouverts entièrement de fausses neiges, avec boules, guirlandes, etc., pour que ce soit très beau la journée, et guirlandes électriques sur tous les sapins, même la nuit. Donc c'était vraiment super, comme vous pouvez le voir sur les photos que vous voyez en ce moment, d'ailleurs. Effectivement, voilà, tu as raison. donc voilà, c'était très chouette. On a découvert ça. Ensuite, on a effectivement l'un des trucs principaux qui est aussi le marché de Noël, comme je vous l'ai expliqué, avec de la bonne nourriture. Donc ça va être essentiellement tout ce qu'on peut retrouver habituellement, raclette, vin chaud, choucroute, des trucs comme ça, ouais. Les trucs légers. Sandwich chaud, ces ouais. choses-là. Ah, une petite animation aussi que j'ai découvert qui était super sympa, c'est que tu avais une sorte de gros feu de bois
au milieu de l'allée et tu pouvais aller acheter tes gros chamallows sur une broche pour aller les faire fondre sur le truc. Et je trouve qu'en termes d'esprit de Noël, c'était super sympa. Bon, ça m'a fait un peu tousser la fumée du feu, mais c'était très cool, quoi. C'était. Il y avait déjà le stand de chamallows à cramer pendant la saison d'Halloween. À ce propos, j'en mange. Tiens, tu vois. Alors oui, justement, j'ai croisé pas mal de monde dont certains m'ont dit que ce stand effectivement était présent à la saison d'Halloween. Donc voilà. Et puis des stands de sucré, de salé dans tous les sens, avec des prix que j'ai pris en photo si jamais vous les voyez. Et voilà. Donc nous on avait notre petite carte pour pouvoir dépenser comme on voulait là-bas. Et donc j'ai pris une raclette. Ah bah, ça c'est original. Non mais bon, c'est normal. Ensuite c'est la période. T'as bien fait. C'est normal. Et du coup c'était bon. Très très bon. C'était dans une petite barquette et tout. Et puis voilà, avec boisson classique. Et c'était très bien, quoi. Mais alors moi je crève d'impatience de te demander, Johan, c'est la première fois depuis 20 ans que tu retournes au parc. Vers quelle attraction t'es-tu précipité en arrivant? Alors au début j'ai été extrêmement j'ai surtout fait regarder ce qu'il y avait à manger, j'ai même fait des boutiques et tout, et c'est que au bout d'un certain temps que je me suis dirigé vers les attractions. Et en fait il faut savoir que moi j'avais un seul et unique souvenir de Walibi, c'était Challenge of Toutankhamon. Vous connaissez mon amour pour les maisons hantées, les squelettes, les fantômes, tout ça, et je mourais d'impatience de la refaire. Et du coup, je l'ai fait 3 fois au cours de cette journée. On avait un bracelet qui nous permettait de nous donner un accès rapide une fois par attraction dans la journée. Et comme c'est une attraction, il n'y avait pas beaucoup de monde, surtout le soir, j'ai pu le refaire plusieurs fois, et j'ai croisé d'ailleurs un employé très très sympathique qui m'avait reconnu. Et c'est vraiment une attraction que j'adore. Je sais pas si je peux m'étendre un petit peu sur le parc en lui-même, mais oui, vas-y. Mais en fait, c'est marrant parce que j'avais vraiment un souvenir de cette attraction comme quelque chose de particulièrement effrayant. Les squelettes, les momies sont vraiment très bien fichus. Et d'ailleurs, je tire pas spécialement au pistolet. Je suis trop impressionné. Enfin, j'adore regarder les décors et tout. Et il y a une séquence en particulier qui, dans mes souvenirs, m'avait vraiment marqué. C'est une séquence où on passe devant des momies debout qui s'avancent tous vers nous, un peu comme ça, en vacillant, avec des bruits de comme ça. Et aujourd'hui, en refaisant l'attraction à 32 ans, je peux vous assurer que ça me fait toujours aussi peur. Et cette séquence, elle est absolument incroyable, et vraiment, ça me fait peur dans le sens où j'ai l'impression de me faire attaquer par des momies, des zombies, et j'adore vraiment ce truc, quoi. Et il y a aussi, je rappelle aux gens qui sont en train de nous regarder, c'est une spéciale Noël, hein, quand même. mais présenté par Johan Soupier, donc oh, mais t'en fais pas. Non, donc du coup, t'as fait Challenge Toutankhamon, donc du coup le Dark Ride interactif au fond du parc. Est-ce que t'as fait d'autres rides? Oui, alors j'ai fait. Ou est-ce que t'as plutôt? J'ai découvert le land Tiki qui était super chouette, avec donc l'attraction phare qui s'appelle Tiki Waka. Crash Team Racing The Ride Aborted. Et que j'ai fait 2 fois de suite, figure-toi, en single rider, j'ai enchaîné 2 fois de suite tellement ça m'a amusé. Bon, il fait un petit peu froid, hein, donc moi j'ai les yeux qui pleurent dès que j'ai du vent dans les yeux, mais en tout cas ça reste vachement bien. Il y avait, bien sûr, j'avais forcément, je savais que le gros mastodonte, c'était Conda, évidemment, donc je l'attendais avec impatience et avec un petit peu de peur. Il faut noter un petit point négatif, parce que ça me revient maintenant, c'est que en fait, il y avait beaucoup d'attractions en panne, malheureusement. J'ai été 4 fois devant Conda et 4 fois c'était en panne. On avait. Ouais, ça devait être un jour sans, hein, parce que Conda, il y a des jours avec. Quand on y était avec Val, il y a eu très peu de downtime. Et malheureusement pour toi, Johan, apparemment, c'était pas le cas quand tu y allais. Bah écoute, il y avait des petits soucis, et je sais que Étienne DB World avait poussé un petit coup de gueule parce que lui-même, qui est plus habitué que moi au parc, disait que
il y avait un petit souci en termes de maintien des attractions et aussi de staff dans le parc par rapport à ce qu'ils connaissaient d'habitude. Et moi-même, j'ai remarqué qu'effectivement, dès le début de la journée, pour aller à l'accueil et récupérer mon billet, il y avait un seul employé qui s'occupait de 2 files d'attente différentes. Ensuite, la personne qui s'occupait de moi a eu beaucoup de mal à réussir à trouver mes billets, alors que la fiche était juste à côté et qu'on lui a dit mais enfin regarde un peu plus ce que tu fais. Et de manière générale, on sentait que, enfin, il y avait une impression que il y avait beaucoup d'employés qui commençaient leur toute première saison et que c'était leur première journée et qui n'avaient pas encore acquis toutes les bases. Donc on a parfois rencontré quelques petites difficultés de temps en temps. Et effectivement, pas mal d'attractions où quand on arrivait dedans, c'était fermé. Donc il fallait parfois prendre son mal en patience et revenir plus tard. J'ai pas pu faire Conda tout de suite. Il a fallu revenir plus tard dans la soirée. Et en attendant, j'ai eu l'occasion de découvrir alors je vais pas dire le train de la mine pour pas être insultant, mais ça s'appelait Calamity Mine. Voilà. Le Mine Train des Comas. Exactement. Et qui était avec de très très jolis décors, vraiment. La manière dont c'est disposé, c'est vraiment super chouette, très bien thématisé. Je l'ai fait de nuit, donc honnêtement, j'ai rien vu. Mais les sensations étaient très chouettes. Mais par contre, oui, visuellement, j'aurais dû le faire de journée parce que sinon, j'avais rien vu. Et c'est la nuit que effectivement, alors que le parc fermait à 19h, eh bien à 18h45 finalement Conda a réussi à réouvrir enfin. Et l'effort au moins qu'ils aient essayé de le faire redémarrer à 15 minutes du. C'est ça, ils étaient à tout le temps dessus. De temps en temps, on voyait un test partir de train vide. Et puis on attendait avec impatience que ça réouvre. Et du coup, comme c'était la fin de la journée, tu avais tous les fans de coaster qui formaient une rangée devant l'entrée et qui attendaient avec impatience. Et on discutait avec Étienne et à un moment donné, on a juste entendu « Ouais !» Et on a vu tout le monde courir en direction du truc, mais vraiment une grosse foule, ça courait dans tous les sens. Et lorsque les derniers, nous on était à la fin de la file, et lorsque les derniers visiteurs à courir se sont séparés, j'ai aperçu un pauvre employé avec son takuaki en train de faire vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Il s'est un petit peu fait attaquer, mais c'était super drôle quoi. Et donc j'ai pu découvrir l'attraction grâce à mon dernier fast pass, si je peux l'appeler comme ça, et Speedy Pass, ça s'appelle. Exactement, Speedy Pass. Et j'ai pu monter à bord de cette attraction qui m'a fait très peur, que j'aimerais bien refaire 2 jours parce que pareil c'était de nuit et comme moi j'aime bien associer visuellement ce que je vois à ce que je ressens, j'aurais préféré effectivement le faire 2 jours, mais voilà, on m'avait dit que on pouvait éventuellement comparer peut-être à Toutatis. Enfin, on m'a dit plein de choses. Hein. J'étais entouré de fans de coaster. Moi, je le préfère à Toutatis. Oui. Voilà. Et du coup, Team Conda. J'ai l'impression que pour moi, je le considère comme une nouvelle génération de roller coaster. C'est une nouvelle façon, en tout cas en France, avec Toutatis et celui-là, une nouvelle façon de montrer les roller coasters en France, qui sont encore plus poussé, encore plus audacieux, encore plus haut. Et franchement, ça fait peur. C'est vraiment un autre niveau. Et je l'ai pas refait 2 fois. Hein. Étienne, lui, a couru pour refaire un autre tour. Et moi, je l'ai fait 1 fois, ça m'a suffi. Parce que quand même, ça bouge pas mal. Et c'était super chouette. Et en plus, à la fin, on te fait 3 petites bosses là qui se suivent pour bien te secouer, pour être sûr que que tout est bien mélangé. Et c'était le shaker. Et c'était très sympa. C'est effectivement une grosse machine, c'est un gros blockbuster quoi pour le parc, pour attirer du monde, et c'était super chouette. Et du coup j'aimerais beaucoup retourner à Walibi pour redécouvrir tout ça et en profiter encore un peu plus de jours notamment, parce que c'était vraiment très bien quoi. Et de manière générale c'était un super parc, j'ai beaucoup aimé. Ok, merci beaucoup pour ton feedback, Johan, parce qu'effectivement oui c'est pas mal, surtout. Alors ensuite les problèmes de maintenance et de fonctionnement des attractions, c'est vrai que ouvrir pendant la phase hivernale en elle-même, c'est quelque chose de compliqué par les conditions météorologiques, la température notamment, et les conditions d'humidité qui peuvent poser des petits soucis. Effectivement, ça, c'est typiquement des choses sur lesquelles ils vont devoir faire du rodage. Enfin, ça va venir avec le temps aussi pour
pour eux. Historiquement, il me semble que Walibi fermait peut-être à la période d'Halloween, juste après la période. Non, il fermait avant la période d'Halloween. Hein. Non, mais oui, ils faisaient genre une première fermeture, puis ensuite, normalement, ils font la vraie ils faisaient la vraie fermeture juste après Halloween, quoi. C'est ça, non? Bah, c'est-à-dire que on ne fêtait pas Halloween à une époque à Walibi, oui. Comme dans la plupart des parcs. Donc, il y avait la saisonnalité, du fait que le parc devait être ouvert tous les jours en juin, juillet, août. Et puis après, septembre, octobre, c'était week-end et vacances scolaires. Ouais. Voilà. Et puis pareil, ouverture en avril, vacances de Pâques, et après le week-end et les jours fériés. Donc c'est vraiment la saison d'Halloween a prouvé que les parcs d'attractions étaient ultra rentables en dehors de la période estivale. Voilà. Et maintenant, la saison hivernale aussi, tiré avec des exemples comme celui de Disneyland Paris, qui était ouvert lui-même 365 jours l'année depuis très très longtemps, en Europe en tout cas. Il n'y a pas que, il y a Efteling aussi. Ouais. Mais puis il y en a d'autres aussi que je ne mentionne pas ici. Et j'ai une petite remarque à faire, c'est que en étant dans cette ambiance de Noël avec musique et tout ce qui s'ensuit, l'une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est aller m'acheter un chapeau de Noël dans une des boutiques, mais malheureusement c'est absolument pas en vente nulle part, il y a que les produits habituels Walibi, et donc un petit merchandise Christmas, ça serait pas trop mal à rajouter. Ah bah ça viendra peut-être. Puisque c'est leur première année, ils sont en train de tester le terrain. Ouais, voilà. C'est une saison de test pour eux. C'est. Mais on sent que pour une première année, il y a vraiment une grosse recherche et une vraie réflexion sur la déco. Tu vois, c'était pas genre on va acheter 200 guirlandes et on va les mettre partout. Il y avait, je trouve, vraiment une vraie recherche. D'ailleurs, je me suis aperçu le soir, en mangeant une ultime choucroute avant de partir, que ah bah tu t'es pas laissé périr quand même. Hein. Tu m'étonnes. Raclette choucroute, un choix de gourmet. Effectivement. Et je me suis aperçu que les lumières, les guirlandes et tout ce qui s'ensuit étaient en fait synchronisés avec la musique. Donc quelqu'un s'est embêté à écouter tout le loop musical pour synchroniser l'ensemble des lumières avec. Donc vraiment, il y a un vrai travail qui est effectué, et tous les gens autour prenaient des photos. On entendait même des gens dire waouh, c'est beau, c'est merveilleux, et il y a un vrai esprit de Noël, comme tu peux en voir quand tu veux aller à Strasbourg ou ce genre de choses, quoi. C'est un endroit qui, notamment la nuit, est vraiment très chouette, quoi. Donc ça me semble vraiment réussi en termes de décor, en termes de lumière, et je suis du coup très curieux de savoir comment est-ce que ça peut être encore upgradé dans les années qui suivent. Ah bah, l'étape ultime, c'est clairement d'avoir une ou deux attractions spéciales à Noël que tu n'aurais pas le reste de l'année. Et comme tu l'as dit, du merch spécial, peut-être encore du spectacle, encore un peu. Bah tu avais le cinéma 4D là qui avait l'air de montrer un film avec le Père Noël, donc la forêt. S'ils ont acheté et reprogrammé le ride pour ça, on peut considérer qu'il y a une attraction spéciale Noël, quoi. Ah d'ailleurs, j'ai pas pu faire le loup-garou, il était tout le temps en panne, donc désolé. C'est pas une grande perte. Oui, mais voilà. Tu nous remercieras plus tard. Et vertèbres te remercieront. Et donc j'ai vu des panneaux aussi qui disaient rencontre avec le Père Noël à tel endroit. Je voulais y aller en vrai pour rigoler, mais j'ai pas eu le temps. Et donc je crois qu'il y a un Père Noël du coup présent. Ok. Bah du coup, je pense qu'on a fait le tour sur Walibi Belgium. Donc merci beaucoup Johan en tout cas pour ton feedback sur cet événement. Bah merci à Walibi et à Arwad de nous avoir invités. On espère revenir l'année prochaine. Bah écoute, avec plaisir en tout cas, a priori, parce que moi aussi j'ai envie de la choucroute et de la raclette. Donc bon. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Johan, pour le coup. Nous, on va embrayer sur la suite de nos sujets, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent dans le chat, à part juste me corriger sur un point? Oui, le Futuroscope, tu as parfaitement raison, n'est pas ouvert 365 jours par an. Il l'était à une époque. Il le fut, mais il ne l'est plus. Il a un petit hivernage maintenant. Il y a Corentin qui demande dans le chat par rapport à Conda. Alors je me tourne vers les coasters experts, moi j'y connais rien. Est-ce qu'il y a des radios hangars pour qu'ils puissent fonctionner à basse température? Bonne question. Alors, il faudrait que Étienne nous le dise. Je ne connais pas non plus, mais ce que je peux éventuellement te dire, c'est que quand j'ai vu Étienne s'énerver tout seul devant sa caméra, j'ai cru, je lui ai posé les questions, et apparemment lui, via divers contacts et la manière dont il a pu se renseigner, il a expliqué qu'a priori ce coaster n'a pas été conçu pour tenir durant les saisons hivernales. Et du coup, c'est éventuellement la température qui leur posait problème, en plus du fait qu'il n'y avait qu'un seul train de disponible. Ouais, parce que l'huile dans les roues peut se figer.
Ouais. Et empêcher le train de faire un cycle complet et se retrouver à faire du valleying à un endroit. Ouais, là, en plus, paye la saison de Noël où tu te retrouves avec un rollback. Là, ça peut être pas mal, quoi. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera en tout cas. Mais bon, merci beaucoup, Johan, en tout cas, pour ce film. Eh bien, avec grand plaisir. Quant à nous, voilà, merci beaucoup à toi. On va continuer, du coup, de notre côté avec d'autres sujets. Donc, de quoi qu'allons-nous parler maintenant? Je vous propose déjà, donc, on vous a dit qu'on vous ferait un cadeau à la fin de cette émission. Donc, je vais vous montrer le cadeau. C'est vraiment un petit truc, mais c'est sympa. Il y aura un petit questionnaire de rapidité à la fin de l'émission. Questionnaire de rapidité qui vous permettra de gagner le calendrier 2024 de chez Maurer. Maurer Rides, voilà. Voilà, ce à quoi nous ajouterons également le nouveau petit catalogue 2024 de Maurer sur le Spike, leur coaster à crémaillère qui tombe souvent en panne. Voilà. Ah mais ils veulent que les parcs l'achètent. Mais c'est dingue parce que quand tu regardes leur site, il n'est presque plus du tout fait mention de leurs autres machines. Des spinning, des X-Car, des comment ils s'appellent les autres je connais que ces deux-là en fait. Sur le SC2000, enfin les spinning, les mettent plus. Ils ont fait des souris aussi. Ah oui, non, mais en fait, de toute façon... X-Car, c'est Hollywood Rip Ride Rockit, c'en est. Absolument. Mais de toute façon, tout leur R&D, tout leur budget tout leur budget tout court est passé dans cette abomination. Donc, ils doivent à tout prix au moins la vendre, ne serait-ce que 3 ou 4 fois, je pense, pour essayer de rentabiliser. Je crois qu'ils en ont vendu 4 pour l'instant. Ouais. Mais on ne dit rien parce qu'il y aura un petit questionnaire de rapidité, donc on ne dit rien sur Maurer avant la fin de l'émission. Juste un point, mais c'est hors questionnaire, j'en suis certain. Pour le coup, ça semble bon quand même pour Maurer être un gros enjeu d'être un peu la réinvention de l'e-powered coaster pour les petits parcs. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils essaient de forcer pour avoir justement un marché assez énorme, là où des machines genre l'X-Car à la Hollywood Rip Ride, c'est déjà des trucs un peu pour un public exigeant. Ça va peut-être s'adresser à un ensemble de parcs qui peut être moins intéressé. Oui, alors mais là, d'un autre côté, c'est quand même... Oui, c'est une machine originale, certes, mais c'est quand même pas une machine qui est très bon marché. Non. C'est pas une machine qui doit être facile à entretenir. Et puis les parcs se disent, si on doit vendre des organes sur Internet pour réussir à payer la maintenance, ça ne nous intéresse pas. Ouais, mais bon, en tout cas, c'est certainement la stratégie qu'a Maurer avec ce truc-là. Mais je suppose. Mais bon, on en rediscutera à la fin avec ce questionnaire. Le petit questionnaire de rapidité à la fin. On verra si techniquement on le fait en ligne ou si on fait juste un questionnaire de rapidité. Je pense qu'on va simplifier la vie. On va se faire un questionnaire de rapidité dans le chat. Benjamin sera notre juge arbitre. Exact, avec mon ordinateur et je regarderai dans le chat qui aura donné la bonne réponse. Donc il y aura 4 questions et éventuellement une question pour départager s'il y a des ex-aéchos. Donc on fera comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Je ne connais pas tes questions pour l'instant, donc ce qui fait que moi je vais juste me contenter de redonner les réponses que je vais avoir dans le chat et tu me diras c'est la bonne. Voilà. Donc, et on comptabilisera sur les 4 questions qui en aura donné le plus. On aura 3. Bon, allez, on va faire un peu de news. Alors, je vous dis tout de suite, on va pas parler du parc de l'Est parisien. Oui, il y a eu quelqu'un dans le chat qui nous a demandé si on allait en parler. Parce qu'il y a suffisamment de gens qui en ont parlé cette semaine. Alors que d'autres actualités mériteraient d'autres éléments d'activités un petit peu business. Il y a d'autres actualités brûlantes ailleurs. Donc, voilà, c'est ça. Donc, truc intéressant qui s'est produit le 11 décembre, donc la semaine dernière, c'est que Sansei Technology Incorporated, donc une société japonaise, a fait l'acquisition de Forec. Donc, qui est Forec ? Donc, tu as 2 illustres Forec proprement dit. Forec, en fait, c'est une boîte de design, de master planning et de thématisation. Ce sont des gens qui ont travaillé énormément avec Universal Studios. Ce sont les responsables du master planning d'Universal Studios Florida. Ce sont les responsables du thème et du master planning du Port of Entry de Islands of Adventure. Donc les gars, c'est pas des Mickey, si je puis me permettre. Certes. Cela dit, il y a peut-être des gens de chez Mickey qui sont allés bosser chez Forec. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont partis chez Forec dernièrement. Ils ont aussi fait du travail pour Dollywood. Par exemple, ce sont eux qui ont intégralement créé la zone de Fire Chaser Express.
Alors là, pour le coup, on peut peut-être faire un shameless plug pour mais je t'en prie. Notre podcast consacré à Silver Dollar City et à Dollywood. Ouais. Donc autant vous dire que si vous les avez pas encore regardés ou écoutés, foncez parce que c'est deux très très bons parcs et justement on détaille la zone là qu'on voit actuellement en photo. Et il s'avère que les expériences de Valentin, pour ne citer qui est lui qui était présent, a bien aimé cette zone. Voilà. Ouais, les ressentis étaient très positifs sur ce coaster et sur cette zone. Coaster qui nous vient de chez Gerstlauer, qui est en quelque sorte le grand frère aîné de Pegasus Express. Exactement. Voilà. Donc si on en revient un petit peu au côté corporate sur Sansei, Sansei c'est une société japonaise qui a été fondée en 1951, qui était basée à Osaka, qui a une usine à Kobe, qui a des bureaux à Tokyo évidemment. Il y avait une espèce de trinité de construction d'attractions au Japon pendant une trentaine d'années. C'était Sansei, Meisho et Togo. Togo ouais, la machine qui vous écrase les vertèbres sans vous demander votre avis. Petite question, Jean-Marc, quand tu dis Sensei, est-ce que ce sont pas eux qui ont développé le concept de coaster où le rail peut passer au-dessus, en dessous et le véhicule est pendulaire? J'y viens. Ah, tu m'intéresses, vas-y. Donc, se rendant compte, mine de rien, parce qu'ils ont construit énormément de petits coasters au Japon, ils ont aussi une filiale qui est opérateur, mais plutôt de Family Entertainment Center et de salles d'arcade. Ils se sont dit, il faut qu'on passe dans la cour des grands. Donc, ils sont partenaires majoritaires dans SNS. Ouais. Oui, voilà. Ça, donc, on connaît aussi. On a le truc sur les filiales. Voilà. Donc là, vous avez en fait l'arbre de Noël, on va dire, de Sansei Technology Incorporated. Eux, ils développaient des petits coasters, des petits machins, mais ils n'avaient pas les épaules pour faire du grand. Donc, ils sont partenaires majoritaires dans SNS Worldwide, donc les inventeurs du système Space Shot à catapulte, à air comprimé, et leur nouveau système qui s'appelle l'Axis Coaster, où effectivement, le rail peut se tordre dans tous les sens, mais le train aussi, donc c'est un petit peu l'enfant, je dirais c'est l'héritier direct du X2 de Magic Mountain. Donc c'est pas un spinning, moi je vois ça comme étant pas un spinning sur axe vertical, mais sur un spinning sur axe horizontal. Sur un virage, tu peux te taper des inversions assez bien. Tu peux te retrouver en inverted dans un virage, en sit-down dans un autre, et puis tourner comme un... Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, Coaster Studio a des belles vidéos de tests du prototype de l'Axis Coaster. Absolument, oui. Donc allez jeter un œil, vous allez voir les mouvements qu'il est capable de donner. Ça promet du très très lourd cette machine, mine de rien, même sur des tout petits parcours. Donc, développement à l'international, ils sont les propriétaires à 100% de Vekoma. Oui, c'est vrai que ça c'est peut-être moins connu, mais il n'y a pas très longtemps qu'ils ont racheté Vekoma. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont été les artisans de la renaissance de la marque. Ouais, ils ont injecté le pognon aussi, je pense aussi. Parce que le fait qu'aujourd'hui on encense Vekoma sur l'innovation technologique, la fluidité, leurs nouveaux rails et leurs nouvelles innovations viennent, à mon avis, de ce rachat qui a injecté de l'argent frais. Et ils sont propriétaires d'une société qui s'appelle Telmic, qui est une société d'ingénierie de théâtre, de scène. Donc la machinerie. La machinerie qui fait monter, descendre les scènes, apparaître des trucs, descendre des décors, etc. Mais ils sont également responsables en acoustique, ils font de l'installation de régie. Enfin, donc, mine de rien, ça fait sens d'avoir Forec maintenant, parce qu'il y a le master planner, le designer, il y a deux gros constructeurs de très grosses et très bonnes attractions, plus tout le reste qui a besoin d'habillage mécanique et technologique. Ils ont à la fois l'intellectuel de conception de ce que ça va ressembler, le hard de la machinerie qui te fait tourner le truc, et le show. Ça sont les éléments de show en fait, puisque dans ton théâtre, tu vas avoir de la machinerie, tu vas avoir du show control, tu vas avoir certainement tout ce genre de trucs. Donc Telmic va certainement être leur division. Et on remarque, c'est quelque chose que Mac fait aussi avec Takumeon, c'est le fait effectivement d'essayer de brosser un maximum de domaines, même si eux c'est plus côté média plus ride, mais on voit que les boîtes commencent à s'horizontaliser. Tu pourrais faire un raccourci en disant Mac tout court, parce que Mac One, Mac Emotioneers, Mac Media, Mac Rides, enfin voilà, eux aussi ont ce panel de savoir-faire. Oui, t'as oublié Macaban au Canada, Macaroni and Cheese. Oui, voilà. Macintosh, exact. McDonald's. On peut continuer encore longtemps. Et j'ai envie de faire un parallèle avec Feu Walt Disney Imagineering. Je considère que
la société est plus une coquille vide qu'autre chose. Oui. Ou dans les années 50-70, vraiment Imagineering faisait beaucoup dans cet esprit-là. Avec, ils savaient designer, ils savaient construire dans de l'industrie et ils savaient ensuite faire la conception des corps. Ils savaient pas mal Ils intégrer. étaient partenaires majoritaires chez Arrow Development. Et chez Arrow, Ben voilà. donc Ouais, bah oui. mine de rien, voilà, il y a une sorte de répétition de l'histoire, je trouve. Bah ouais, c'est vrai que Walt Disney Imagineering, années 70, a construit des machines. Enfin, ils sont crédités en tant que constructeurs, notamment sur Space Mountain, celui de Oui, par exemple. 75. 75 pour 75. celui, ouais. Parce qu'autant le matériel, c'était Arrow qui avait développé le truc, mais ensuite, bon, on sentait qu'il y avait beaucoup de transfuges de chez Arrow qui ont dû bosser aussi sur le truc. C'est la même technologie Drive. Oui, mais... c'était en synergie. Hein. Oui. Je dirais, mécaniquement, les Space Mountain ont été construits par Arrow, même s'ils ont été conçus par une équipe d'Imagineering. Voilà, oui. Donc de là à dire que Sansei un jour nous dise on va construire notre propre parc et puis qu'on va le faire fait maison. Voilà, puisqu'on a tout le savoir-faire qu'il faut. Pourquoi pas? C'est pas déconnant. S'ils peuvent se retrouver à avoir la puissance de feu d'une Oriental Land Company, c'est le meilleur qu'on puisse leur souhaiter. Sans compter que tu l'as dit, ils ont déjà une branche qui fait un peu d'exploitation. De Oui. Family Entertainment Center, c'est pas la même chose, mais il y a quand même déjà cette volonté de faire tourner soi-même quelque chose. Et sans compter quand on va au Japon, il y a une autre boîte qui, à un moment, enfin pour nous, on l'a connu que sous l'angle le prisme du jeu vidéo, qui était Sega. Et Sega, vous le savez bien, il y a les salles d'arcade iconiques qui se trouvent au Japon, à Tokyo notamment. Et certaines de ces salles d'arcade, il faut savoir que Sega a été constructeur de rides, puisqu'ils avaient fait des dark rides interactifs basés sur des jeux vidéo, des systèmes justement qui étaient ultra compacts. Mais il travaillait avec soit Sansei, soit Meisho, soit Togo. Exact, hein. mais ils sont crédités en tant que constructeurs, de la même façon que vous avez les bandes d'arcade, comme je prends sur les modèles Sega Model 2, Sega Model 3, c'est des vieilles pour le coup, mais qui avaient parfois des simulateurs de mouvement intégrés, généralement sur des bandes de luxe, des trucs comme ça, où tu avais ton TV1 qui faisait bouger ton fauteuil en même temps, etc. Ils avaient exploré un peu cette notion de l'immersivité, essayer de le pousser plus, dès les années 90-2000 en fait. Donc c'est pas déconnant de voir que on part du Family Entertainment Center. Sega en plus avait des IP. Là, allez savoir, est-ce que Sensei via Forec va peut-être essayer de développer des IP exactement comme ce que ont fait nos amis qui ont mis au point Champifoli, où en fait ils ont mis au point la technologie. Bold Move, ouais. Voilà, Bold Move. Ils ont mis au point la tech, etc. Après, ils ont développé l'IP avec Too Much, donc leur champi. Peut-être qu'à un moment, Forec va essayer peut-être de développer ça. Comme Alterface a essayé de faire aussi avec Popcorn. D'ailleurs, ils l'ont fait parce qu'ils ont vendu un deuxième Popcorn. Mais donc, du coup, voilà. Peut-être qu'on va voir ce genre de truc arriver. Et à partir du moment où ils ont des IP, c'est vrai que c'est un peu, même si nous-mêmes, on a tendance à parfois gueuler contre le surexploitation d'IP, le mauvais usage d'une IP. Mais en fin de compte, ça peut-être apporter, avoir le trio IP pour OK, je te raconte cette histoire. Je fabrique et je thématise, et je fais tourner tout le bordel et je peux exploiter. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y aura peut-être effectivement ce petit déclic. Peut-être qu'ils feront des parcs en marque blanche aussi avant. Vu comment ça pousse au niveau de Dubaï, etc., il y a moyen qu'il y ait des contrats à prendre de ce côté-là. Trop du côté de Dubaï. Non, je veux dire, les Émirats, le Qatar. C'est plus l'Arabie Saoudite avec l'effervescence autour. Mais cela dit, Sansei parce que par exemple Sansei fabrique énormément de trucs genre Omnimover, véhicules de Dark Ride. Il y a plein de leurs éléments qui sont à Motion Gate Dubaï, etc. Et ces trucs-là ont été dessinés par qui? Par Forec. Et on y revient. Ouais, donc on y revient. Je veux dire, les gars, ils se connaissent depuis un moment. Oui, non, mais les chiens ne font pas des chats. Je veux dire, si ce genre d'acquisition se passe, c'est qu'il y a déjà d'énormes perméabilités entre les boîtes au niveau de la direction, au niveau des équipes qui se connaissent. C'est pas eux qui disent OK, on va racheter Peugeot, quoi. Oui, voilà. Ils rachètent une boîte avec laquelle ils ont déjà beaucoup travaillé et avec laquelle ils sentent il y avait moyen déjà de faire des choses. Donc voilà. En tout cas, on va surveiller ça d'un œil avec nos yeux d'experts. Ouais, ça peut. Et on va suivre de près parce que c'est vrai que SNS et Vekoma, depuis quelques années, ils commencent à sortir des trucs qui sont quand même assez chéments, quoi. Méchants, voilà. T'as reverlantisé du reverland. Ouais, voilà. Alors, je profite avant qu'on passe au topic suivant de Luc sur le chat qui nous dit que Disney et Universal sont des parcs particuliers dans le sens où ils brandent les rides de leur nom, alors que derrière, ce sont les constructeurs habituels qui n'ont pas le droit de dire que ce sont eux qui ont fait l'attraction. Oui, alors attention, oui, si tu parles de l'époque contemporaine, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement. Mais nous, on faisait un petit focus sur les années 50-70 où c'était pas la même.
Donc c'était pas la même époque, c'était pas la même mentalité, c'était pas le même milieu. Surtout qu'années 50-70, alors il y avait déjà des constructeurs historiques, mais qui étaient plutôt incarnés par des designers, en fait. On entend plus parler des designers, du Schwarzkopf, des gars comme ça, de l'époque, plus que d'entendre parler de grosses compagnies. Enfin, ensuite, c'est peut-être... parce que ça n'existait pas. Oui, voilà. Il n'y avait pas de grosses compagnies. La seule grosse compagnie, c'était Arrow. Bah oui, et surtout, la plupart des boîtes, je reprends l'exemple, même, c'est pas arrivé il y a si longtemps que ça, parce que rappelez-vous que Sorin a été un peu la catapulte de Dynamic Structures, ce qui n'était en fait, c'était un métallurgiste qui est devenu, à partir de ce moment-là, qui est vraiment passé dans la construction d'attractions. Et Arrow, c'était plus ou moins la même histoire. Gerstlauer, ça a été la même histoire aussi, bien avant. Enfin, en fait, c'est souvent des mecs qui tordaient du métal, et même Mack eux-mêmes, à la base, ils fabriquaient des roulottes. Mais il y a très longtemps. Oui, voilà. Donc finalement, c'est souvent Maurer, au départ, il fabriquait des ponts. Voilà. Donc c'est souvent Maurer, ils sont connus pour faire du BTP et des grosses constructions. au départ. Donc voilà, c'est. Donc mais c'est d'une grosse industrie lourde et d'une maîtrise de tout ce qui va autour de ça. Si on veut faire le parallèle, Intamin, c'est pareil. Eux aussi, ils font des transports, ils font des monorails, ils font des cable cars, des téléphériques, des trucs comme ça. Donc voilà, avant de faire des parcs et des coasters et des trucs comme ça, ils faisaient du transportation. Bref, mais pour dire que tout ça fait que ça arrive à Otis aussi. Ça revient, hein. Bah oui. Il y a Midnight qui nous dit que ça a coulé Dynamic Structures, ou je confonds avec le builder de chasseurs. Alors non, Dynamic Attraction, c'est ça, c'est Dynamic Structures était devenu, de ce que j'en sais, si je me rappelle bien, était devenu Dynamic Attraction, et effectivement Dynamic Attraction a voilà. Ils ont fait il y a quelques mois, oui. Ils ont déposé le bilan, mais ils ont été rachetés par une entreprise chinoise dont j'ai totalement oublié le nom. Et donc normalement l'entreprise doit être solvée, mais ça veut pas dire qu'elle est sortie de la mouise pour autant, puisqu'ils ont des casseroles encore qu'ils doivent régler avant de repartir. Le problème, c'est que même si tu es un repreneur, t'as quand même des dettes, hein, donc il y a un ordre de paiement des créants. Enfin bon, c'est un bordel. Donc bon, on va suivre ça aussi, mais donc voilà. Ok, bon, on parlait de Forek qui avait travaillé pour Universal, ça tombe bien, on continue à parler d'Universal, puisque Universal vient d'annoncer la création de 2 nouveaux hôtels à Orlando, hôtels qui vont accompagner l'ouverture de Epic Universe, donc le nouveau parc qui ouvrirait quelque part en 2025. Pour l'instant, c'est toujours programmé pour juin. Donc, voilà. Et eux, ils sont dans les temps. Et donc Universal a annoncé 2 hôtels sur un thème un peu rétro-futuriste, SF, genre Astroport, qui sont le Terra Luna et le Stella Nova. C'est ça. Qui sont donc on a des illustrations, mon cher. Alors, non, je trouve pas. Écoute, je ne pense pas que ce soit dans un thème rétro-futuriste. À titre d'illustration, Space Mountain est rétro-futuriste. Oui, j'entends par là. On est dans. En fait, ils se sont inspirés de l'architecture des aéroports dans les années 60. Voilà. Et ils l'ont un peu rematché avec des technologies modernes, et c'est extrêmement épuré. En fait, ces 2 hôtels. Tu compléteras, Jean-Marc, si je dis une connerie, mais a priori, je me suis à peu près rencardé sur ces parcs, enfin sur ces hôtels. Donc, ce sont les hôtels value du futur complexe autour de Epic Universe. Oui, alors value, ils sont quand même à $190 la nuit. Oui, mais pour Universal, c'est moins cher. Ils sont au même tarif que les Endless Summer ou l'autre en face qui ont pris la place de l'ancien parc aquatique qu'ils ont racheté puis rasé. C'est les plus abordables. Même l'hôtel Cabana Bay. Le Cabana Bay, merci, j'avais un trou de mémoire. Lui est plus cher. Pourtant, il est considéré aussi comme un abordable. Et, encore une fois, ils expliquent que on pourra trouver des prix aux alentours de 130 balles si on s'y prend à l'avance, si on reste plusieurs nuits, blablabla. Parce que moi, la dernière fois que je suis allé à Universal, j'avais trouvé le Cabana Bay, j'étais à $150 la nuit. Donc, tu vois, c'est... Mais de toute façon, c'est 180 pour le lancement et basse période, haute période, les prix vont varier. On est d'accord qu'on parle là de nuit sèche à ce prix-là. C'est-à-dire, il n'y a pas l'entrée du parc. Pas nécessairement, non. D'accord, oui. Moi, j'étais en nuit sèche parce que j'avais obtenu les entrées d'une autre façon. Donc, et même comme ça, c'était... bon, tu me diras, j'avais pris 2 semaines. Donc, effectivement, ça avait fait descendre le prix le prix de la nuitée. C'est même plus un tarif groupé, c'est un tarif de gros. Là, à ce niveau-là, qui est gros? Le tarif. Voilà. Très bien. Parce que le séjour, bordel, 14 jours. Quoi. Donc voilà, ce sont 2 sites relativement identiques sur le plan architectural et sur le plan des installations.
Il y a 750 chambres dans chaque hôtel. Bien sûr, donc standard ça fait grimper à plus de, je crois, 10 000 chambres. Le parc entier, le total du resort Universal, on est à environ 10 000 chambres maintenant. En sachant que là, ton compte ne prend pas celui du grand hôtel Helios qui ouvrira à l'entrée du parc. Sur le site même, ouais. Voilà, qui rajoutera, je crois, 300 ou 400 chambres en plus du comptage. Et en premium, là. On est plus à ça près. Mais là, on est sur du deluxe, clairement, puisqu'il est un peu comme le Disneyland Hotel de chez nous, c'est-à-dire qu'il est in situ dans le parc, avec vue imprenable sur une partie du site et vue imprenable sur le spectacle nocturne. Donc, on n'est pas du tout sur la même catégorie. Ces deux hôtels que tu cites effectivement en construction ont la particularité d'être construits en miroir. Oui. C'est-à-dire que quand vous traverserez la grande artère qui permettra d'accéder au parking, vous allez donc vous retrouver devant ces deux hôtels, mais qui sont face à face, mais inversés. Et c'est très particulier comme façon de les construire. Et d'ailleurs, ils sont parfaitement identiques de l'extérieur, à un détail près. La façade est entièrement recouvert de mosaïques qui réfléchissent la lumière du soleil, donc elle va varier un peu en fonction de l'heure de la journée. Iridescent. Un peu iridescent. Et les deux hôtels n'ont pas exactement les teintes identiques. Ils ont des petites variations, ce qui fait que logiquement, si tu regardes l'entièreté de la fresque, tu as un dégradé de couleur continu. Voilà, c'est un peu l'idée, puisque comme c'est un thème spatial, mais un peu New Age, romancé, tout ce que tu veux, l'objectif étant que ces hôtels nous emmènent dans une galaxie différente de la nôtre, qui correspond plus ou moins au cœur du parc Epic Universe, qui n'est pas thémé sur Naipi pour le coup. C'est une pure création, un peu comme Port Infantry à Islands of Adventure. Donc c'est un peu un univers qui nous emmène dans différentes galaxies, et c'est pour ça qu'après il y a les portails pour les différents landes. Mais voilà, tout ça est pensé pour créer un tout cohérent et pour créer une immersion, et peut-être aussi préciser que ces deux hôtels sont situés sur la nouvelle extension d'Universal, qui ne sont pas à proximité des deux parcs historiques. Non, et qu'il y aura un service de navette. Il y aura une navette pour les gens qui sont résidents. Ouais. Il y aura accès à Epic Universe, et pour aller à Islands of Adventure ou au studio, il y aura un service de navette. D'ailleurs, il y a notre bon Max qui nous a rejoint dans le chat, que je salue, coucou. Et effectivement, mais je l'ai déjà dit avant que tu n'arrives, on peut faire le lien avec les Endless Summer Resort, Dockside Inn and Suites, et l'autre, le Surfside. Voilà, exactement. Ce sont des hôtels abordables. Sachant que donc c'est on va dire les premiers buildings qu'on peut voir de l'extérieur du parc. Ils sont en phase de finition pour la façade, mais il y a encore tous les aménagements intérieurs puisqu'ils n'ouvrent que en 2025. Donc a priori, c'est prévu janvier-février 2025. C'est ça, et en fait, ce sont les premiers qui seront ouverts pour le grand public, et ce qui permettra déjà aux gens, avant d'accéder à Epic Universe, de pouvoir dormir et après d'aller à Islands of Adventure et Studios. Et sachez, pour la petite info, que je suis dans les starting blocks depuis 4 ans environ, pour aller faire ce nouveau complexe Day One si possible, quoi. Même si... oui, carrément, ouais. Ah, mais en fait, avec ma chère et tendre, c'est une obsession pour nous de nous préparer, puisque ce parc nous obsède. Et on veut y être, même si on sait qu'il y aura 200 minutes d'attente dans à peu près tout, même les boutiques, c'est pas grave. Faut y être, c'est exceptionnel. Tu veux pas attendre qu'ils aient un peu essuyé les plâtres? Bah justement, on veut se prendre quelques mois. Moi, je suis prêt. Toi, tu veux prendre le plâtre carrément? D'accord. L'expérience de ce que c'est qu'un Day One, même avec le goudron pas frais, avec les pirates qui attaquent les pirates qui attaquent les touristes, comme dirait un autre. Voilà, exactement, pour le vivre. D'accord. Mais voilà, c'est le but. Non, oui, mais c'est pour l'expérience. Oui, c'est pas tant lié à Epic Universe, même si oui, d'accord, il y a la dimension du parc qui est intéressante pour cette expérience-là, mais c'est surtout le fait effectivement de vivre une ouverture, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai quand même bon espoir de penser qu'Universal étant bien rodé dans la mécanique de construction et d'exploitation, et les coasters étant majoritairement des modèles éprouvés, ça devrait à peu près tourner, disons. Après, il y aura des merdes, mais il y aura toujours des merdes. Normal. Je veux dire, on n'est pas non plus à un niveau de Hagrid à Islands of Adventure, ou qui est réputé pour tomber en panne à peu près 4 heures par jour. Voilà. Nous ne citerons pas le constructeur, mais... Non, on ne dira pas qu'il commence par in et finit par tamine, mais voilà. Mais c'est juste pour dire, voilà, il y a plein de contexte qui fait que ce parc-là m'attire. Je suis très heureux de voir que c'est un parc, même si c'est blindé de licences, qui quand même fait de l'innovation, qui fait de la non-IP pour la partie centrale.
centrale, qui ressort du placard des très vieilles IP. Les Monsters de chez Universal, c'est quand même pas tout frais. Ils les ont jamais réellement rangés, mais ils les remettent en avant. Voilà, c'est surtout ça. Et ça, moi, ça me touche vraiment, parce que je les aime. Je les adore. Toi, de ton côté, je sais que toi, tu es aux anges, Valentin aussi n'attend que ça. Nous, alors, ma chère et tendre et moi, nous sommes plus attirés par... Valentin à l'horreur. Je crois qu'il était déjà plus ou moins attiré par ça. Bah, les films, et, voilà, les films, non, par contre. Mais... Et nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Land Dragon, forcément, puisque c'est l'adaptation de la trilogie d'animation qui est quand même vachement belle. Et le Land qui lui sera dédié est pas dégueu. Et enfin voilà, il y a la Super Nintendo World qui sera la version XXL pour l'occasion. Et enfin, bon, alors moi je suis un peu moins impatient, mais il paraît qu'elle va être très belle. C'est la zone Harry Potter sur les animaux fantastiques. Sur les animaux fantastiques, oui. Voilà. Bref, ça c'était la digression pour dire que ces 2 hôtels, plus le Helios, plus le parc, plus il y a encore d'autres projets d'air, puisque le site est très grand et pourra accueillir un autre parc en plus s'il y a besoin. Autant vous dire que Universal a bien l'intention de refoutre un bon coup de pied dans la fourmilière qu'est Disney World en face. Absolument. Oui, peut-être qu'ils ont aussi envie de foutre un coup de pied dans la fourmilière, qui est un parc à l'est parisien, par ici. Eh bien, d'ailleurs, à ce propos... C'est marrant, les 15 milliards sont arrivés vachement vite quand même, hein, mine de rien. D'ailleurs, je profite pour dire que si vous n'avez pas lu le dernier Parcs et Loisirs magazine... Shameless plug. C'est l'instant Shameless plug, puisque la transition semble tout à trouver, pour vous dire que j'ai écrit un très bon article consacré au possible retour d'Universal Studios en Europe, dans lequel je fais très vite un petit feedback, une introduction sur qu'est-ce qu'était Port Aventura à sa création et quand est-ce qu'Universal a mis le nez dedans pour finalement le retirer. Le projet qui n'a jamais vu le jour dans l'Est parisien, plutôt au sud-est parisien, Carré Sénart, avec le plan. Et surtout, vu qu'on est on est à l'heure actuelle des rumeurs, tous les faisceaux qui semblent corroborer le possible retour d'Universal, à savoir le fait qu'ils aient visité un nombre de fois calculable le Port Aventura, le fait qu'ils aient été reçus par des grands pontes, qu'ils aient eux-mêmes débauché des managers, des hauts directeurs de chez Disneyland Paris. Qu'il y ait aussi peut-être du dépôt d'IP sur le territoire espagnol. Qu'ils ont aussi déposé pas mal de noms d'IP, et encore récemment, ça s'est encore prouvé, ils ont déposé des plans industriels pour des machines qu'on voit dans les parcs Universal ailleurs. Ouais, j'ai envie de vous dire ça que... Ça sent le chaud là-bas. Ça, j'ai envie de vous dire, ça commence à sentir quelque chose d'intéressant. Ouais. Ça sent qu'il va peut-être y avoir des bétonneuses qui vont péter là-bas. Ça risque d'être intéressant. Il y a un gros chantier, effectivement. Après... il y a, alors je vais citer Ali, si vous connaissez pas Ali, le compte Twitter de cette personne qui est bien informée également, qui aussi aime bien taquiner en disant, alors oui, l'Espagne, mais la Grande-Bretagne aussi, il paraît qu'ils sont très intéressés par un site pas loin de Londres, donc il se passe des choses. Le site pas loin de Londres, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui lui est passé dessus. Hein. Ouais, alors si c'est le même site que le London Resort, c'est mort. Oui, parce que c'était le site choisi par Paramount au départ. Ouais. Sachant que Warner, eux, ils avaient choisi un site vers Hillingdon, qui est plutôt au nord-ouest de Londres. Ah oui, d'accord. Non, mais ce site-là qui est à l'est de Londres était idéalement situé, mais c'est une réserve naturelle protégée. C'est une zone protégée, absolument. Voilà. Donc c'est Dead de chez Dead, hein. Mais de temps en temps, on pense que Paris reviendrait sur le devant de la scène, puisque nous, ce qu'il y a de bien, c'est que on a déjà Disney, on sait on fait 15 millions par an avec notre resort. On a les infrastructures avec le RERD du côté de Corbeil et de Carré Sénart, donc on a de la desserte. Il y a la A6 qui est juste A6, à côté, la 5, la A104. Il y a Orly qui est vraiment pas loin. Autant vous dire que là aussi c'est des atouts de taille, et Paris reste la première ville touristique du monde. Et voilà, donc bref. Est-ce que pour autant c'est une rumeur qui est plus fondée que celle de Port Aventura? J'ai un peu des doutes, parce que visiblement ils se sont vraiment intéressés à Port Aventura, qui a plus de potentiel à l'heure actuelle, qui peut-être est plus abordable. Qui était dans le giron Universal à une époque quand c'était Vivendi qui gérait le portefeuille. Exactement. Enfin, pas le site de Barcelone, mais un site à Barcelone était même dans le giron quand la Disney Company comptait s'implanter en Europe. S'il y avait, enfin, c'était de la tergiversation peut-être aussi pour négocier avec le terrain de Marne-la-Vallée, mais il a été question qu'il s'installe là où est Port Aventura. Ouais, ils ont vraiment hésité à un moment donné, avant de choisir Marne-la-Vallée. Mais voilà, donc encore une fois, je vous invite à lire cet article qui est, j'espère, assez complet. Et wait and see, parce que je pense que 2024 va être une année riche là-dessus. Oui. Les infos ne devraient pas tarder, je pense. Ça tombe bien, on aura l'occasion justement de parler de nos attentes dans pas très très longtemps. Affirmatif. Et oui.
Et du coup, ces nouveaux hôtels à Universal, ça nous évite de faire du camping. Et à propos de quand, on va traverser le continent américain pour la réhabilitation du camp Snoopy à Knott's Berry Farm. Ah, mais oui, j'ai vu passer l'information. D'ailleurs, on salue au passage Eddie Soto, qui avait visiblement travaillé sur le camp Snoopy, ou qui avait participé et qui était un peu triste de voir cette zone disparaître, ou tout du moins être refaite. En fait, elle est refaite et Zamperla va donc ajouter un certain nombre d'attractions enfantines, puisque c'est juste la zone qui est dédiée aux enfants à Knott's Berry Farm qui est refaite. Donc, qu'est-ce que Zamperla va installer? Zamperla va installer un nouveau coaster. Donc mon cher Greg, si tu peux nous le mettre à l'image, voilà, c'est vraiment un coaster très très simple, double spirale, une descendante, deux spirales descendantes d'ailleurs avec un virage en S, un circuit de 155 mètres de long, d'ailleurs c'est le modèle coaster 155, comme ça on se trompe pas. Comme ça c'est facile. La hauteur faramineuse, Greg reste assis, de 4 mètres 40. Bah oui, je reste assis. Voilà. Mais attends une seconde, c'est quand même pas un des booster wheels qui sont juste avant l'action. Il y a des booster wheels parce que comme C'est très écologique, dis donc, ce truc. C'est génial. 155 mètres, on a déjà 2 systèmes de relance. Il y a 2 systèmes de lancée. Si tu veux parler d'écologie dans le monde des parcs à thème, on est mal barré. Je pense qu'effectivement, on peut s'asseoir dessus pour le moment. Mais effectivement, bon. Le fait qu'ils aient mis des boosters, ça veut dire donc c'est pas sûr que ça puisse faire un tour complet. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir BTM devant moi, parce qu'on sait que quand le train s'arrête, il repart plus. Donc, c'était vrai qu'effectivement faire sur le BTM de Californie, qu'à ça je crois des secteurs d'arrêt qui sont en pente. Oui, nous ici à Paris aussi. C'est bien. Donc voilà, donc c'est un petit coaster familial, on va dire. Ils vont également installer un Happy Swing. Alors qu'est-ce qu'un Happy Swing? C'est une sorte de grosse balançoire, sauf que là c'est un modèle 16 places, 2 rangées de 8 qui se font dos à dos. Là vous avez le modèle 12 places, 2 rangées de 6. Ça rappelle un petit peu les grosses balançoires à air comprimé qu'on fait S1S, sauf qu'évidemment on joue pas exactement dans la même cour. Et l'intérêt, et il y a une autre photo de ce type d'appareil, Greg, s'il te plaît, c'est qu'ils ont quand même, Zamperla s'est cassé la nanette pour développer un système permettant d'accueillir les personnes en fauteuil. Ah bien. Ça c'est plutôt cool, donc bravo pour l'inclusion, Zamperla. Bien joué les gars. Voilà. Ça, c'est très, très, très chouette. Et puis, une des dernières petites attractions qui sera installée dans le camp Snoopy, c'est un convoi. Qu'est-ce qu'un convoi? Si je vous montre ça, ça devrait vous parler. C'est donc un circuit de petits camions qui serait peut-être thème dinosaure, mais ça reste encore à prouver. Donc voilà, Zamperla fait un mini Zamperland, parce que maintenant ils ont l'expérience d'avoir investi toute une partie de Coney Island avec leur propre parc, puisque c'est leur showcase sur la côte est des États-Unis. Mais ça me fournit une parfaite transition avec le prochain sujet, puisque... Est-ce qu'on n'avait pas parlé éventuellement d'un truc où il faut être ready to go? Absolument. Malheureusement, la musique va peut-être pas... ready to go. Et My Friend Is Going. It's Going parce que ça y est, Top Thrill 2 fait le tour du circuit. Eh oui. Les tests. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors moi je m'en fous parce que je montrerai pas dedans. Mais bordel, c'est quand même émouvant de revoir une machine marcher. Je suis comme Clarkson quand on lui annonce que la Dacia Sandero est encore reportée. Oh no, anyway. Voilà. Effectivement, donc là maintenant il y a la fameuse nouvelle flèche à droite construite par Zamperla. À droite sur cette image, plus le système de catapulte piloté par Zamperla, construit par Intra6. Et attention. Et non, il nous fait un petit rollback. Un rollback. Il nous fait un petit rollback. Le rollback de 120 mètres, 228 mètres quand même. Oui, absolument. Non, mais je pense que c'est aussi ça. C'est comme les rollbacks étaient très populaires. Je pense qu'ils se sont lancés dans ce truc-là pour faire un vrai faux rollback dès le démarrage de l'attraction. Donc là, effectivement, ce sont les tests. On n'est pas encore sûr de la vitesse à laquelle va circuler le train. Mais en tout cas, si normalement tout va bien, voilà le train qui redescend sur la grande flèche et puis recatapulté, et je pense que ça y est, il le fait. Ça prend pour arriver sur une flèche à l'autre. La capa horaire, elle est éclatée là.
Et là, Est-ce que c'est une boucle ou pas? si... Oui, c'est une boucle. Le train passe le c'est top bon. hat et redescend. Non, mais c'est génial. On fait vraiment commentateur de foot là. C'est Oui. oui, c'est passé, oui, c'est Et incroyable. voilà. Donc merci à GeForce Productions pour ces images. Comme vous pouvez le constater, en fait c'est au super téléobjectif que ça a été tourné. Donc Oui. il y a la personne qui était en fait Cedar Point c'est une péninsule. Devait y avoir la personne de GeForce Productions qui a filmé ça au super téléobjectif. Et c'est pour ça que c'est un peu flou et que ça tremble, parce que c'est le genre de truc, tu déplaces d'un millimètre ton appareil, t'as fait un bond de 2 km C'est exactement. l'autre bout. Voilà. Ça, en revanche, ce sont les images officielles de Cedar Point, de la mise en chauffe des trains. J'adore ces roues. Franchement, elles sont pas sexy, ces roues? Si, Ah oui. si, vraiment. Elles sont ultra sexy. Et ces j'ai roues, envie moi, de je me trouve. rendre compte de leur taille en les voyant en vrai. Tellement elles doivent être Elles sont énormes. des 40 ou 50 cm, si je me souviens bien. Elles sont Les gars, énormes. Elles le sont. contexte, s'il vous plaît, putain. Oh, mais t'as l'esprit tordu aussi. Mais on parle de roues, Moi, de jamais, on ne parle que de roues ici. Voilà. Donc on passe là, c'est la simulation 3D, mais hop, paf, on fait un petit fondu quand même sur le test des roues. Là, on revient, c'est des images d'origine de TT1, ça. Et là, on revient. Elles sont belles ces roues. Hein. Ils n'ont pas encore mis le nez. Oui, je vois que Formule 1, la zéro tu vois. car n'est pas encore. La zéro Voilà. car ne Voilà. viendra qu'après. Là, il faut vraiment roder la machinerie. Donc ça y est. Et donc c'est, moi je dirais, le head chopper à la sortie de la flèche. là les gars de Zamper là, ils ont dû pousser un soupir de soulagement. Tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes, oui. Et mais là aussi, je pense que dans très peu de temps, il y a le champagne qui va couler à flot Bah chez oui, eux. tu m'étonnes. Parce que réussir ce tour de force quand on sait que Zamper n'a jamais fait de machine aussi folle que ça. Et que Là- en termes de coaster, c'était quand même pas fifou ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Là, tu vois, il y avait le club des Big Coasters Manufacturer. Et ils vont foutre un gros pied dans la porte. Fait, c'est nous! Ah bah maintenant, là, il y a potentiellement un plus 1. Ensuite, il Ouais. faut dire que le projet Top Thrill, il avait à la fois la force et la faiblesse d'être, comment dire, un projet sur lequel il y avait déjà un acquis, il y avait déjà des tas de données sur l'attraction d'origine. Donc, il fallait corriger des choses. Ils partent pas d'une copie vierge, mais il faut quand même arriver à faire un truc qui envoie du lourd et qui correspond aux attentes. Donc, il y a des choses sur lesquelles ils sont gagnants en termes de temps de développement et d'autres sur lesquelles, effectivement, il y a une barrière à l'entrée qui est super élevée. Mais effectivement, c'est pas déconnant. C'est tellement pas déconnant de leur part d'avoir pris ce projet-là en fin de compte. Parce que tu prends un truc éprouvé, ça restera le deuxième coaster le plus haut du monde, si je ne dis pas de conneries. King Daka est le plus haut. King Daka est plus haut de 11 mètres. Oui, C'est donc, ça, Quand- voilà. Et quand Falcon Flight ouvrira l'année prochaine, il lui prendra la couronne, normalement. Oui. Oui. Bon. Mais ça Mais sera, il ça fera le n'empêche troisième coaster le plus haut Top du Thrill monde. sera le Qui troisième tourne plus haut du déjà monde. pour Oui, c'est commencer, ça. Voilà. Mais, Mais bon, c'est un autre sujet qu'on aura largement l'occasion de On en parlera. documenter. Mais donc ouais, pour Top Thrill 2, à ce sujet-là, même si, allez, je vais quand même éviter de faire mon ronchon de service pour pas passer pour un blasé. Oui, parce que là, non, moi j'aime pas ça, parce que je suis trop secoué, nanana. Non, mais moi, je suis Au cours des derniers épisodes, t'as été un peu ronchon, hein, je trouve. Moi, je suis Team Benji en sur même ce truc-là. temps- C'est pas une machine pour moi, mais. Voilà, moi je cherche de la théma, de l'immersif, de l'enchantement, de la magie, tout ça. Là, je vois juste un gros symbole planté vers le ciel pour un certain type de personnes en manque de reconnaissance. mais voilà quoi. Je l'avais dit qu'on allait repartir sur le phallique, hein, mine de rien. C'est reparti, hein, mais bon. Mais Tel des baobabs incertains, ouais, voilà. Effectivement. Mais voilà, bref, effectivement. ce que je voulais dire, c'est quand même la prouesse que c'est technologiquement l'upgrade, le challenge que ça représente pour Zamperla, les miquettes qu'ils ont dû avoir quand ils ont commencé à lancer les trains. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est quand ils vont l'ouvrir. Donc, c'est quoi? C'est l'année prochaine qu'ils ouvrent, hein, c'est ça? Mars, avril. Voilà, quand enfin, le parc rouvre, pour avoir les feedbacks des clients. visiteurs. Bah oui, c'est là que ça va être un plus important parce que Et le feedback des techniciens aussi pour en conditions réelles d'usage, parce que pour l'instant, c'est que des tests. là, ils sont en test à vide, mais je pense que très vite, il va y avoir les mannequins à haut puits. Ils vont proposer à tous les gens du coin de venir tester ou survivre. The Living Sandbags, c'est ça. Ouais, Voilà. Human Sandbags. C'est ça, voilà. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est si les clients derrière plébiscitent cette machine, c'est franchement bingo pour les gars. Non mais bingo, Bah, bingo pour opération Cedar com. Fair d'avoir eu les bollocks d'engager Zamperla, de tourner le dos à Intamin, les bollocks de Zamperla d'avoir accepté le challenge. Non, puis Oui. surtout derrière, on l'avait déjà dit quand on parlait de ça, mais sauf que ça, c'est clairement un test, mais qui est un test à gros enjeux pour Zamperla, parce que on est quasiment sûr que si jamais ça s'est confirmé, Accelerator va certainement avoir la même. Alors Accelerator vient d'être refait. Non, oui, bien Donc, sûr, mais ensuite le temps le temps qu'il lance les projets, les trucs, les machins,
Donc il y a ça, il y a d'autres coasters qui sont de cet acabit-là qui risquent très fortement d'y passer. T'imagines faire une flèche pareille sur Kindaka? Oh mamma mia. Je veux dire, attends, maintenant, il faut voir quel type. Les coasters fans par terre déjà. Maintenant que c'est le même groupe, ça va être un peu qui a la plus grosse. Donc c'est Six Flags va dire non mais dis donc les gars, non mais vous êtes bien gentils, mais on est potes, on couche ensemble maintenant. Si ça marche. Donc t'as un gros kiki à Cedar Point, on veut un gros kiki dans le New Jersey. Non mais c'est ça. Mais attends, c'est-à-dire que imaginez un peu si ça marche, si Zamperla transforme l'essai. L'alignement de planètes, avec le fait qu'ils fassent ça avec désormais le plus gros groupe opérateur de parcs d'attractions au monde, j'entends bien d'attractions, pas de parcs à thème, juste pile poil, ils s'ouvrent le parc, ils s'ouvrent le catalogue de Six Flags de Cedar Point, plus potentiellement des parcs qui vont être maintenus pour l'instant par Six Flags Cedar Point et qui seront revendus plus tard. Donc, c'est-à-dire que c'est. Mais il va y avoir on va probablement taper dans un plafond. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que Zamperla n'aura pas la capacité de production pour suivre. Non, mais déjà, s'ils arrivent à s'imposer comme étant du retraqueur. Ou alors ils sont rachetés par Sensei. Encore eux. Comme dirait le même, ça fait beaucoup là. Oui. Mais bon, on va voir. Mais très intéressant en tout cas ce qui se passe. Non, mais c'est très passionnant. Je sais que toi la hauteur te fait peur, toi t'as peur d'être secoué. C'est une machine technique impressionnante. Oui, voilà, c'est une prouesse technique. C'est de l'ingénierie poussée à son paroxysme, donc bien sûr. Alors le paroxysme se passera du côté de Qiddiya, à voir s'ils arrivent à exploiter le monstre que va être Falcon Flight avec 55 degrés à l'ombre. Ça fait partie là pour le coup quand même. C'est autre chose. Tu vois, on nous disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des radiateurs radiants dans la gare de Conda pour permettre à lui... Il n'y a pas besoin du radiant, c'est plutôt de la clim. Non, mais il va peut-être falloir de la clim pour pas que les roues chauffent trop, non? Normalement, les gares seront climatisées et les rails aussi seront un peu climatisés. Déjà, les freins de base, freins magnétiques sont ventilés pour éviter que ça fonde au bout d'un moment, donc oui. Voilà. Très bien. Donc, moi j'ai fait le tour des news. On a une news à nous. Puisque je suppose que je vais cliquer sur le premier. Ouais, tu vas te cliquer sur le premier, car nous sommes très heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de produits dérivés. Est-ce que tu veux que je mette la thune en fond? Mets la thune, moi j'aime bien quand tu mets la thune. Je vais mettre, alors ça c'est Pornhub, non, alors la moula, la moula elle est déclenchée. La moula, c'est qu'on a une nouvelle gamme de produits dérivés disponibles sur une 60aine de produits différents, t-shirts, sweatshirts, hoodies, tasses, tapis de souris, petits sacs, housses de couette, coussins, toutes sortes de choses sur le thème de Voilà, El Templo del Fiesta, les amis. Voilà, c'est notre nouvelle gamme de merchandising qui a été dessinée par notre camarade Flo. Oui, exactement, et qui on l'embrasse. On pense très fort à lui. Voilà. Coucou, la boutique qui a été mise en route de main de maître par notre cher Max. Exact. Et donc c'est en ligne. C'est deux personnes ici qu'on ne connaît toujours pas. On ne connaît toujours pas. Ça, on a les mêmes modèles. Alors on a un gros plan pour nos amis du design sur l'autre. Chiapas Design. Chiapas Design. Voilà le motif qui va donc illustrer notre nouvelle gamme de produits dérivés, sachant que, comme on l'a déjà dit, la gamme Transdemonium quitte la scène le 31 décembre 2023. Exact, c'est un peu elle, Chiapas, qui va prendre le relais. C'est Chiapas qui prend le relais pour les prochains mois. C'est ça. Alors, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'elle soit temporaire, mais voilà, si un jour on décide de renouveler... Et le parc nous dit non, vous êtes bien mignons, mais... Voilà, sauf si on reçoit un email de nos amis de Fantasyland. On vous aime, Fantasyland, ne nous dites rien, s'il vous plaît. On fera plein de pubs pour vous. Mais voilà, on est très heureux. Mais on signalera que c'est de la pub. Oui, c'est du fan art. C'est du fan art. Voilà. Et encore une fois, merci à Flo qui a fait un magnifique dessin. Il est fan de Chiapas. Il était très heureux de conceptualiser ce design. Et pour nous, c'est encore un plaisir de lui mettre en valeur son boulot. Et pour nous, ce qui est génial, c'est que tout ça, si vous achetez cette gamme, elle aidera à faire à financer nos projets Puissance Park comme d'habitude. Je rappelle, à toutes fins utiles, pour les aigris du fond de la salle qui n'écoutent que d'une oreille entre leur téléphone et leur télé, que nous sommes une association... La gratuité de l'attaque. Oui, mais visiblement, il est toujours bon de faire un rappel,
que nous sommes une association à but non lucratif, la fameuse loi 1901. Donc l'argent qui est ramené dans l'association n'est pas dédié à nous payer de la coke et des prostituées, hein, mais juste à financer les équipements de notre association, à savoir le live sur lequel vous êtes en train de regarder actuellement, les futurs podcasts que nous sommes en train d'enregistrer, les projets à venir, puisque 2024 est une année importante pour nous, mais nous aurons l'occasion d'en reparler en temps et en heure. Wink wink. Voilà. Oui, et je dois préciser que les chamallows que je boulotte depuis le début de cette émission ont été payés par Greg. Voilà, c'est un truc aussi, juste histoire que ce soit bien clair, toute la bouffe qu'on peut consommer, etc., avec parfois des placements produits totalement involontaires, c'est pour ça qu'on essaie d'enlever les étiquettes quand on peut, on n'utilise absolument pas la carte de l'association pour ce genre de truc, on tient à le préciser. C'est vraiment uniquement quand on doit payer les frais, genre l'essence, les péages pour aller dans un parc, pour simplement pour pouvoir produire le contenu. Même les hôtels, pour le moment, on ne les paye pas avec l'association. C'est encore une fois, c'est vraiment c'est focalisé exclusivement sur tout ce qui va être dès qu'on va pouvoir produire un contenu Puissance Park. Si ça nous permet de nous faciliter le truc et de garantir qu'on puisse y aller pour produire le contenu, ce sera le cas et on utilise ce truc-là à cette fin-là. Le matériel que vous voyez ici, par exemple ici, ça c'est ma poche, ça. Ouais, pour le coup, c'est bien de préciser. Voilà, je tiens à le préciser simplement sur le truc, c'est pas pour se vanter, c'est juste pour clarifier et être transparent sur le fait que non, effectivement, c'est pas une vanne quand on dit qu'on paye pas ni coke ni prostitute. Non, c'est vraiment c'est la vérité, quoi. On abuse absolument pas de ce truc-là parce que dans tous les cas, on n'a pas masse de thunes. C'est tout aussi simple que ça. Merci pour la transition, précise, pour la perche tendue. C'est effectivement ça. On fera un débrief live ou un petit podcast pour vous donner un peu les coulisses de comment qu'on fonctionne. FAQ de la fin d'année au début de 2024. Et on remettra bien sur la table l'aspect financier, qui pour nous est toujours crucial, comme nous sommes tout petits, hein, je rappelle, hein, nous sommes pas très très nombreux sur les réseaux, etc. On est une toute petite infra par rapport à des mastodontes style Wonderhook, Étienne de DB, qui sont bien plus gros que nous. Qu'on salue, voilà. C'est des potes, mais... non, mais voilà, la vérité, c'est que nous sommes tout petits, et donc nous faisons très très attention à nos chouchous pour pas les perdre comme ça, ils sont très bien utilisés. Enfin, on fait gaffe en tout cas. Exactement. Bref, donc voilà, les buts sont choisis avec goût. Non, je déconne. C'est une blague. C'est toujours une blague. C'est une vanne. Calmez-vous dans le chat. Donc, si vous achetez des produits, voilà, ça nous aide à financer notre fonctionnement. Et on espère que ces produits vous plaisent et que ça vous permet de trouver des trucs qui vous parlent ou qui vous font marrer dans certains cas. Donc, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup à tous. Et on insiste, même si on en parle là pour vous annoncer cette nouvelle gamme, comme on l'a pu le faire par le passé, ce n'est pas une obligation. D'accord, encore une fois, déjà, le simple fait de regarder nos contenus et de les partager, c'est ça les partager, c'est bien ça. Donc, ne vous sentez pas obligé non plus, ce n'est absolument pas le but. C'est juste un bonus qui peut nous être utile. Mais déjà, un partage, un like, des petits commentaires, nous, ça nous fait toujours plaisir à regarder. Parce que pour le moment, ça va, on s'est pas trop fait insulter. Non, ça va, on a une communauté en platine. Voilà, mais en tout cas, on vous remercie tous autant que vous êtes. À chaque fois que vous faites ce genre de petites actions, un simple partage, regardez, commentez, discutez, etc. Rejoindre notre Discord, ce genre de choses. Encore une fois, vous savez qu'on est dans un monde de chiffres. On apprécie humainement le fait de savoir qu'on est apprécié et qu'on apporte quelque chose aux gens qui nous regardent. Ça nous fait plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Parce que oui, Puissance Park n'est pas rentable à l'heure actuelle, mais on continue de le faire. Pourquoi ? Parce que ça nous fait plaisir de partager avec la communauté. Clairement, on vous le dit cash. Maintenant, il n'y a pas de secret. Hein. L'idée, on a eu des projets par le passé, comme la radio, on a voulu lancer parce que ça nous faisait plaisir de le faire. Après, on est rattrapé par la réalité économique du bordel. Mais voilà, ça fait partie des trucs qu'on est amené à lancer quand on en a envie et quand on voit qu'on a la fenêtre financière pour le faire. Après, derrière... Encore une fois, un simple partage, ce genre de choses, ça nous aide déjà énormément. Donc, on vous adresse à tous et à toutes un immense merci. Et on aura l'occasion de le redire, bien sûr, pour la dernière vidéo de l'année qui va pas tarder à arriver pour le coup. Normalement, la semaine de Noël, si je dis pas de si tout va bien. Il y a un épisode prévu le 29 décembre. Exactement. Voilà. Si tout va bien, encore une fois, et si les étoiles s'alignent, parce que nous, c'est toujours un peu complexe. Oui, voilà. Donc, il y a Guestflow, mon Flo, qui est dans le chat de Twitch et qui est très, très, très satisfaction de voir sa gamme enfin arriver et qui nous dit, alors même si vrai qu'on vous oblige pas, lui, il dit, si, sentez-vous obligé d'acheter des chapas quand même. Effectivement. Mais voilà.
Voilà, c'est l'instant pub, mais on en reparlera sur nos réseaux sociaux de la sortie de cette nouvelle gamme qui prendra le relais du Transdemonium, puisque voilà, c'est la dernière quinzaine pour en profiter. Oui, et puis the clock is ticking. Exact. Donc c'était je représente Sweatshirt. C'était l'instant merch. Jean-Marc représente. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder? Alors, il reste deux petites choses. Déjà, rappelez-vous, restez en ligne parce que on va faire un petit quiz de rapidité où vous pouvez gagner le catalogue 2024 de chez Maurer ainsi que le calendrier 2024 de chez Maurer. Il y en a un lot. Ce sera quelques petites questions de rapidité qu'on fera dans le chat dans quelques instants. Moi, je voulais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé, Maurer. Ils m'ont envoyé un petit... très joli petit Putain, je pochette. pensais que c'était un disque dur externe depuis tout à l'heure. Et non, c'est une très belle petite pochette. Alors c'est du simili cuir, mais c'est il y a Maurer Rides de Marouflé dedans. Enchaînons. Et il y a donc Maurer m'a envoyé ce petit, merci 99, ce petit étui en simili cuir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des paquets qui ressemblent à des paquets de cartes. Et si j'en ouvre un, et il y a un petit bloc, un petit crayon, il dit mais pourquoi il y a des cartes? Serait-ce un jeu? Il y a des chances que ce soit un jeu de cartes. Alors tu dis ils vont mettre quoi? Ils vont mettre les spinnings, c'est les rois, les trucs comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit d'un système de cartes à collectionner. Ah, attends, j'approche. Regarde. C'est des cartes à collectionner. Pour les 30 ans de leurs attractions, en fait, il y a une carte par type d'attraction. Tu vois? Regarde, tiens, il y a une Wild Mouse. Voilà. En fait, toutes leurs attractions, comme c'est les 30 ans quand ils ont commencé à réellement fabriquer des attractions, ils ont fait ce petit jeu de cartes. Et en fait, c'est un peu façon Magic Gathering. C'est-à-dire que, bon, il y a un système, on choisit, par exemple, on distribue les cartes aléatoirement, on retourne la carte sur le dessus de la pile, et l'un d'eux choisit longueur. Chacun regarde sa longueur, et celui qui a la plus longue a gagné. Tu dis ça juste parce que tu penses que je peux pas lancer ce fameux... Voilà, allez. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Non, mais c'est super classe ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très chouette. Et il n'y a pas que les coasters. Il y a leur tour de chute libre. Non, c'est très chouette. Donc c'est peut-être collector, j'en sais rien. En tout cas, merci Maurer de m'avoir envoyé ça. Je trouve ça très sympa. Voilà, c'est cool. Et donc, on va faire un petit quiz de rapidité sur les attractions Maurer. À gagner le calendrier. J'ai l'impression d'être un camelot, tu sais, sur les boulevards, le gars il ouvre. Et avec ça, je rajoute le pot de confiture, le pot de moutarde. Madame, monsieur, j'ai le même à la maison. Et je vous donne également les cartes à jouer pour la belote. Je reprends le micro. Merci Greg. Toc toc, badaboum. Bon, est-ce que vous êtes prêts, la commu, dans le chat? Il va falloir dégainer. Ah, je veux m'assurer que dans le chat, vous soyez prêts. Alors envoyez-moi un petit message pour me dire quand vous êtes prêts, que je vois la petite latence qu'il y a entre toi qui dis go et quand je recevrai les petits messages. Normalement 15 secondes, 10-15 secondes dans toute théorie. On va voir ça on profite maintenant. Ok, donc ouais, on est sur à peu près 10-15 secondes de latence, qui est classique. Ça roule. Alors, première question de rapidité. Quel fut le tout premier coaster construit par Maurer? S'agit-il de Venus GP, Wild Mouse ou Coppermine? Ok, donc à vous de jouer. Je compte jusqu'à 10. Là, non. Tu imites super bien Small World. Alors, il y a Musca qui dit Venus GP, Minillusion Wild Mouse, Antoine Space Wild Mouse, Pepper Ludo Wild Mouse, Mikus Wild Mouse, Coralie Wild Mouse, Hurricane Condor Wild Mouse, Musca Copperminge. Stop. C'est gagné. Effectivement, c'est Coppermine, la mine de cuivre qui fut le premier coaster. En fait, c'est une Wild Mouse, mais appelée Coppermine, qui fut installée à Drivlet, aux Pays-Bas. Alors, Miska qui l'a écrit K-O-P-E-R-M-I-J, est-ce que c'est comme ça?
C'est Coppermine. Oui, M-I-J-N, oui, Coppermine, C'est absolument. C'est l'écriture. Donc c'est à la flamande néerlandais. Ok. Non. Muscat, tu as donc 1 point. Muscat, 1 point. Peut-être noté quelque part. Attends, tu le fais? J'ai rien à branler là pendant cette période, donc je vais m'en occuper. Arrête avec ça maintenant. Ah, les allusions, on a donné. Il y avait le bouton. Bah ça y est, on l'a eu. Parfait, bah tu vas pouvoir enchaîner. Alors j'enchaîne. Deuxième question. Quel fut le premier spinning de Maurer? S'agissait-il de Twistrix, des Winjaz ou de Maïmé? Maïmé. Ok. C'est pas facile. Alors, à vous de jouer dans le chat, le temps qu'ils aient la question et qu'ils tapent leur réponse. Alors, j'ai Twistrex, Maïmine. Stop. C'est bon. Antoine Space. Antoine Space a remporté la deuxième question, effectivement. Maïmé Spinning Coaster, a.k.a. The Dancing Queen, fut le premier spinning installé par Maurer au Tokyo Dome, donc à Tokyo. Ouais. Après, Juste à côté du Dolphin, là, le grand coaster installé dans le Ah oui, qui dans le n'existe bâtiment. plus Voilà. aujourd'hui aussi. Voilà. Ok, alors donc on a 1 point pour Antoine et 1 point pour Muscat. Ok, troisième question. Quelle est la longueur combinée des circuits des Winjaz? S'agit-il de 820 mètres, 875 mètres ou 930 mètres? À vous de tenter votre chance. Tu peux redire juste les chiffres? 820 mètres, 875 mètres ou 930 mètres? Ok, alors j'ai 875. Top, c'est bon. Ah, Antoine Antoine Space, Space 2 points. dans les Allez. starting blocks. il est chaud, Antoine Space. Ouais, alors là, il y a- Effectivement, Fear et Force sont deux longueurs de rail différents, D'accord. puisque Force mesure 410 mètres de long et Fear 465. Du coup, Donc, Vraiment. ce qui nous fait 875 mètres de longueur combinée. Vraiment, ça s'est joué dans un petit mouchoir de poche parce que là, peu de temps après, j'avais Benjoy Coaster et Midnight Illusion qui avaient donné aussi la bonne réponse et même Coralie. Donc là, ouf, ça a été très rapide. joué rapidement, mais Mais, lors du chat Twitch. Alors pour le coup, j'ai le chat administrateur sur l'ordi, donc je vois les réponses voilà, dans le bon ordre. Au timecode, ouais. Alors, en quelle année fut créée l'entreprise Maurer? 1876, 1955 ou 1978? Alors, à vous de jouer. Si tu veux redonner les réponses. En quelle année fut créée l'entreprise Maurer? 1876, 1955 1876, 1955, tu vois, ou 1978? 1876, 1978. Donc, quel est le premier à avoir dit 1876? C'est Muscat qui apparaît en Muscat. premier sur mon chat. Mais dites donc, on a une égalité. On a une égalité, ben ça tombe bien. Alors, qui sont donc nos deux lauréats? Muscat et Antoine. Donc, Muscat et Antoine, voilà une question de rapidité qui va vous départager. Donnez-moi très vite le nom du premier navire de croisière sur lequel on a installé un spike. Ah, 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 ah. Oh. Alors là, c'est parti. Les mecs, je vous rappelle que pour les recherches sur Google sur ce genre de truc, vous pouvez taper Define 2 points. Ils mettront directement les pages wiki. Allez, là, ça va jouer entre Muscat et Antoine Space. Attention, le premier de vous deux qui a la bonne quelqu'un qui a réponse. répondu 1876. là. Jean-Paul Belmondo. Non, mais en fait, je pense que c'était dans le rush de la réponse, Oui, puisque non, mais- ils ont du décalage, donc Oui, c'est oui, normal. Il y a un décalage, malheureusement. C'est Donc le là, problème. allez, on attend l'un de vous deux qui donne la bonne Donc réponse. répète la question. Je répète la question. Stéphanie de Monaco. C'est ça. Quel est le nom? Je sais bien pas ça. Alors, quel est le nom du premier navire de croisière sur lequel Maurer a installé un spike coaster? Voilà, on attend On n'est pas votre sponsor réponse. Maurer, hein, je tiens à le signaler parce qu'on. Voilà. Non, c'est juste dans le thème. On s'est dit, bah voilà. Exactement. Voilà. Pour l'instant, il y a... Là, on a planté nos deux finalistes. Ah, là, ils ont. Alors là, ils Là, sont... ça cherche. Alors, il y a Muscat qui dit Mardi Gras. Mardi Gras, c'est gagné. Et c'est Muscat. Muscat qui remporte, bien joué. Eh ben, bravo Muscat. Benji, comment on peut récupérer les coordonnées de Muscat? Alors, non. Muscat, il faudrait que tu nous contactes. Tu as le choix soit par Instagram, c'est quand même un bon moyen Ouais. pour message privé,
ou sur le Discord de Puissance Park si tu es membre dans l'un des deux. Voilà, si tu peux m'envoyer un message en disant voilà, je suis Musca, parce que tu auras peut-être un autre pseudo sur les autres plateformes, mais en disant je suis Musca, j'ai gagné, machin et tout. Attention à l'usurpation Alors, d'identité. s'il y en a qui usurpent l'identité, on sera intraitable, vous serez ban. Non, c'est surtout, voilà, vous nous envoyez, tu nous envoies ça. Rapidement, comme ça moi je transmets ensuite ton adresse à Jean-Marc qui fera le nécessaire par la suite. Donc voilà, quand tu dis oui Musca, tu es présent sur quoi? Sur Insta ou Discord? Juste que tu me le dises, comme ça moi je retiens et je me le note pour après. Comme ça on est tranquille. Voilà, mais c'est bien, regardez en plus Antoine qui est fair play, qui le félicite. Discord, c'est parfait. Beau. Donc Musca, envoie-moi un message sur Discord, tu peux même l'envoyer maintenant si tu veux. Ah bah tu peux même l'envoyer directement. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a JMT sur Discord, c'est Faisons moi. encore plus simple, Voilà. Musca. On simplifie la vie. Jean-Marc, il a son compte sur notre Discord, JMT avec l'image du panneau sens interdit du transdémonium. Absolument, oui. Voilà. c'est pas vrai. Envoie-lui un message en privé direct. Vous échangez, tu lui envoies ton adresse avec ton nom, prénom, code postal, adresse, et éventuellement si c'est un pays à l'étranger, éventuellement préciser le pays, et Jean-Marc se chargera du reste. Absolument, oui. Voilà. Donc encore une fois, bravo, bien joué. Bravo, Musca. Tu l'as vraiment bien mérité parce que là, franchement, ça s'est joué dans un mouchoir de poche parce que juste après, il y avait Antoine Spade qui disait Carnival mardi, donc c'est vraiment pas passé loin dans le chat. Continue à parler, Benji, parce que comme ça, je vais montrer. Ah, voilà. Donc voilà. Alors, ça, c'est le catalogue Maurer où on peut regarder à l'intérieur quelques-unes de leur production. Alors, sachant qu'ils font un gros focus sur le Spike qui est leur dernier bébé qu'ils essayent de vendre au forceps. Peut-être que la caméra fasse un gros focus sur le catalogue aussi. Tant qu'on y est, ce serait pas mal. Mais c'est pas automatique, elle le fera pas. Voilà. Voilà, tu vois, mais bon, c'est bon, il y a des concept art. Ouais, il y a des concept art. C'est quand même rigolo à avoir ça dans sa collection. C'est quand même joli, c'est bien illustré. Quoi. Et ça reste agréable. De toute manière, c'est une brochure promotionnelle pour justement être sexy. Il faut que ce soit beau. Hein, donc oui. Voilà. Toutes les configurations d'assises possibles sur le Spike. Voilà, donc tu vas pouvoir... Zone de maintenance. Ah, et même les zones de maintenance, ouais. Qui donc sont pour déjà 50% du coaster à lui tout seul. C'est ça. C'est sympa. Mais voilà, donc là tu pourras, grâce à ça, tu pourras te la péter en soirée mondaine. Voilà. Et t'as le calendrier aussi. Bien. Et il y bien a sûr le le calendrier pour Félicitations. 2024. Donc encore à toi, merci beaucoup d'avoir participé. Et Midnight qui est déçu parce que lui, mince, je voulais acheter un moreur pour mon jardin. J'espère que tu as un Appelle-nous jardin. en antenne, on peut en reparler. Si tu On veux. peut en discuter. Il y a Crazy Coaster qui m'envoie un message pour moi, c'est très gentil. Super article dans le magazine Parc et Loisirs, Benji. Merci à toi. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous acheté votre numéro de Parc et Loisirs magazine pour Je n'ai lire. pas trouvé encore le mien. Scandale. Je l'ai pas trouvé. Oui, plutôt, oui. Et, il a a priori, ça y est. Moi, Plutôt déjà. la mine Mickey. Non, le Mickey, c'est Dingo. Ah Plutôt, oui. c'est le chien. Plutôt c'est le chien de Mickey. Et voilà. Mais j'espère en tout cas que vous avez aimé. J'espère qu'il y en a qui ont la ref. J'espère qu'il y en a qui ont la rêve parce que putain, elle est sortie en 2-2 là pour le Alors, coup. je précise, rêve de vieux. Voilà. Ça commence à Oui, dater. Mais voilà, en tout C'était cas, excuse-moi, la couverture, hein. on continue à faire des rêves sur les inconnus alors que c'est plus ancien encore. c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, là, ils l'ont réédité il y a pas si longtemps que ça pour l'anniversaire. La Oui, ref, oui, hein. oui. Tiens, Midnight dit oh la ref. Voilà, lui il l'a. Oui. Merci Midnight. Merci Midnight. Alors, t'as ce qui demande quand est-ce qu'il sera dispo en Suisse par Quel Loisir Magazine. Alors, c'est la question à 1 million. Parce que je sais que Maxime Guény, celui qui est le rédac chef et créateur du magazine, Qu'on salue. Salut on salue Maxime. au passage parce que là actuellement il est en tournée avec les 100 ans de Disney, le concert. Donc il est très fatigué. Mais il m'a dit que déjà ça n'a pas été facile pour que les Belges puissent avoir leur édition à eux. Donc là il se bagarre avec les Suisses aussi pour que ça arrive chez eux. Donc à terme, normalement, la francophonie devrait être arrosée du magazine. Hein. Je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Hein? Manquera que le Québec. Manquera que le Québec. Et même, je crois, Luxembourg, je sais pas s'ils l'ont aussi actuellement. Mais Bon, cela voilà. dit, il y a toujours la solution. Abonnez-vous au magazine qui est édité par Maxime. Comme ça, vous êtes sûr de le recevoir. Oui, si vous achetez sur le site internet, vous avez les 1 an. Vous pouvez acheter vous avez les 4 numéros livrés directement chez vous. C'est encore plus simple, en fait, plutôt que de l'acheter en kiosque. Mais voilà, donc à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. En tout cas, cette édition, elle est très cool parce que déjà, d'une part, bon, il y a l'article que j'ai dit sur Universal, mais j'ai encore une fois mon crash test consacré cette fois-ci au raft, les bouées. Yeah. Et
Et Valentin a sorti aussi un gros dossier qui va être en 2 parties, sachez-le. Donc là, il y a la partie 1 et la partie 2 sortira en janvier-février. Dans 3 mois, oui, Ouais. c'est ça. Sur les parcs de demain, avec toutes les innovations technologiques, et c'est un peu dans l'air du temps avec Universal et Ouais. tout qui dépose des brevets à Mhm. tire-larigot. Donc c'est super cool, il y a eu une vraie recherche. Et bien sûr, il y a aussi une méga interview de Maxime avec Michael Mack. Ou Roland Mack, c'est Roland Mack, pardon, Roland Mack. Donc voilà, autant vous dire que c'est un beau gros dossier, très intéressant, hyper passionnant, je vous conseille de le lire, où on revient un peu voilà sur l'évolution du parc, la philosophie qu'a insufflé Franz et Roland dans l'esprit du parc. Donc enfin, c'est extrêmement intéressant et bien construit. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à lire ce magazine. Et puis, si vous avez envie qu'on traite un sujet particulier pour les prochaines rubriques, il faut aussi nous le dire, hein, c'est toujours intéressant. Sachant que moi, les crash tests, on essaye de les décider assez tardivement pour justement un peu coller à l'actu du moment. Et si vous avez envie que je travaille sur un type d'attraction particulier pour le prochain magazine, je suis ouvert à vos suggestions. Du moment que ça peut être... on essaie de traiter des parcs européens en priorité. C'est quand même plus agréable que des parcs qui viennent à l'autre bout du monde. Donc voilà, s'il y a un type d'attraction sur lequel j'ai pas encore travaillé, bah, vous nous suggérez. Et puis Est-ce que ça pourrait être les joints d'étanchéité? On est la question de climatiseur de morgue d'Alphonse Voilà. Rochu. Oui, non, non, par contre, les protèges poignées de tiroir octogonaux d'une taille de 6 cm et quart orange à pois vert, oui, ça, Ouais. par contre, oui, ça le... Voilà, double ref, croisé, voilà, c'est cadeau. Voilà. Alors, il y a Crazy Coaster, il dit: on a bossé ensemble à la Touch, je t'envoie mon bon souvenir. Oh bah, écoute, je sais pas qui tu es, Crazy Coaster, je suis désolé. Si tu peux me donner ton prénom et me dire vers quelle période on a travaillé ensemble. Chuchote-le pour pas le mettre en public. Ouais, si t'as pas envie, tu me l'envoies en message privé sur le réseau de ton choix. Voilà. Ce sera avec plaisir, parce que malheureusement, j'ai un peu tendance à oublier les gens si je les ai pas côtoyés longtemps. Donc c'est un peu le souci. Non, mais même Benjamin, parfois, il nous croise dans la rue, il nous reconnaît pas, tu vois? Alors, Taz, Energylandia, tu as fait un article dessus, me demande-t-il. Je ne fais pas d'articles sur des parcs, je fais des articles sur des attractions spécifiques. Le premier, par exemple, c'était les flumes, les bûches. J'ai fait sur les wooden, j'ai fait sur les bouées. J'ai fait quoi d'autre? Les dark rides non interactifs. J'ai fait sur différents types de coasters. Voilà, donc et les water coasters j'ai fait aussi. Donc voilà, c'est plus ce type-là qu'il faut réfléchir. Les WC? Non. Les water coaster. Non, c'était les water closets. Je sais, mais ça s'y prêtait bien. Pour le coup. Thomas 2013 à Prodin, c'était il y a un moment. Bah écoute, Thomas, ouais, certainement. Je t'avoue que là, j'ai un peu la mémoire qui flanche ces derniers temps. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. On pourra reprendre la discussion avec grand plaisir. Les amis. Sur ce, je pense qu'on arrive sur, on arrive sur la fin. Là, ouais. On arrive sur la fin. Une fin là. Hein, parce que Super. oui. Alors, avant de conclure, j'invite à vous tous qui peut-être n'êtes pas sur nos réseaux sociaux à nous rejoindre. On est déjà sur Facebook depuis très longtemps. On est sur X, anciennement Twitter, depuis très longtemps. On est Et on est bientôt. sur le nouveau Twitter, aka. J'allais y venir justement depuis, Enfin, c'est vous qui gérez ces trucs-là. depuis Moi, hier. Nous avons investi Threads, donc le concurrent immédiat de Twitter créé par Meta, donc la maison mère d'Instagram et de Facebook. Vous pourrez Qu'est-ce donc... qui pourrait mal se passer avec une création de Zuckerberg? Je ne vois pas, mais bon, très bien, allez-y. A priori, faites déjà, votre vie. il y a un peu plus de modération que sur ex-Twitter, donc c'est déjà un gain de sécurité supplémentaire. Mais voilà, on est dessus, vous êtes déjà presque 330 à nous avoir follow, c'est super génial. Donc n'hésitez pas, sachant que si Thread nous convient, on va pas se le cacher, X va s'endormir très lentement pour On ne n'est jamais pas sur se Blue réveiller. Sky encore, hein. Nous ne sommes pas sur Blue D'accord. Sky. C'est dommage. Moi, j'y suis. Moi, je préfère Blue Sky parce que c'est open et puis c'est distribué. Alors, bah, on C'est est... chiant. Bah, avec dès les que des gens nous filent un code Blue Sky, parce que c'est toujours en accès restreint trucs. pour l'instant, Ça en a, ouais, en bêta. Ouais. c'est en bêta, donc malheureusement, c'est... Bah, attends, c'est maintenant pas que j'y suis, je dois pouvoir vous filer des codes, non? Bah, il faut voir. Ouais. On est également présent sur Instagram, bien sûr. Certes, oui. Certes, oui. Nous sommes également présents sur LinkedIn, aussi étonnant que ça puisse sembler. Bah, parce qu'on est des pros. On essaie d'être professionnel, donc de temps en temps, on fait des gros résumés d'événements professionnels ou on analyse autrement. Donc, followez-nous également là-dessus. On est bien sûr sur YouTube, puisque c'est là que vous retrouverez le replay de ce live le 22 décembre, si ma Mhm. mémoire est correcte. Absolument, oui. Et bien sûr, le podcast continue à son rythme de croisière, tous les 15 jours sur toutes les plateformes. Donc les plateformes, c'est SoundCloud, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est Apple Podcast.
Il m'a semblé que Google Podcast va fermer incessamment sous peu pour tout transvaser sur YouTube. Donc vous allez nous retrouver en double sur YouTube a priori. Il y a un truc comme ça qui est en train de se mettre en place. Oh écoute, c'est toujours ça. C'est peut-être ça. Mais c'est pour ça, on est en train de faire le ménage justement sur la chaîne YouTube pour essayer de réorganiser les playlists et on s'est dit pourquoi on ne voit pas les podcasts apparaître? C'est peut-être pour ça. Voilà. Ouais. Il y en a qu'un des deux en fait. Il y a que, vous savez, on a mis sur la chaîne YouTube, on a mis 2 podcasts. Le podcast, les lives, parce que certains demandaient à retrouver certains des lives justement en version audio. Donc comme ça au moins sur YouTube Music, vous pouvez la retrouver. Ouais, et puis nous on est contents, ça flatte l'algorithme. Hein, donc voilà. Ouais. Et de l'autre côté, on avait mis aussi bien sûr le podcast, sauf que celui-ci, des deux, lequel ne s'affiche pas, je vous le donne en 1000 et 1000. Le podcast. Le podcast, voilà, c'est super. Donc merci beaucoup. Bref, encore une joie d'être sur YouTube, mais on n'a pas le choix, il y a que eux pour l'instant. Et il y a Peertube qui commence à monter. Hein, ouais, mais c'est très lent. Hein. Il me titille de plus en plus. C'est juste que c'est une tannée à monter sur un serveur, ce truc. Mais bordel, qu'est-ce que c'est sexy en plus. Framasoft, on vous embrasse. Très très gros boulot sur le développement de cette solution, hein, mine de rien. Exact. On est bien sûr sur Discord avec notre Discord. Et d'ailleurs, normalement, tu as reçu un message de la part de notre Muscat qui a un pseudo MUSKAT. Voilà, normalement, tu pourras entrer en contact avec lui. C'est un petit peu une souris, alors, ça. Oui, exactement. Ouais. Bien vu. Et... Ça pourrait être un alcool très agréable qu'on sert dans le Bordelais. Mais... Ah, peut-être. Vous en pourrez en discuter. Non, mais je pense que c'est plutôt c'est un petit rapport avec les petits rongeurs, son pseudo. Et bien sûr, pour terminer, pour nous soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. La première, si vous voulez faire un don directement sur le chat, vous avez vu qu'il y a un petit message qui revient de temps en temps. C'est don.puissancepark.fr, c'est notre page PayPal. Ça vous permet de faire un don qui peut être ponctuel ou régulier à votre guise. Bien sûr, on ne force à rien. Et si vous voulez vous acheter du merchandise, c'est depuis aujourd'hui lancé notre toute nouvelle gamme sur la boutique Redbubble. Chiapas, exact, designé par Flo. Vous trouverez tout tout sur notre site internet et tout sur la boutique Redbubble. Vous ne pourrez pas la louper. Voilà, et si vous nous suivez sur Discord, en fait, moi j'annonce régulièrement quand Redbubble fait des promos. Là, par exemple, le mois dernier, on a eu des articles qui étaient soldés à moins 40, moins 50%. Ouais. Ça dure quelques jours, c'est très rapide, donc c'est l'occasion parfois de s'acheter du merchandising et de nous soutenir. Voilà. D'ailleurs, Midnight nous dit que tu as reçu un petit message de sa part, Greg, par rapport à Blue Sky. Merci Midnight, super. Merci Midnight, ok. Je vais jeter un petit coup d'œil à tout ça. Merci à vous. Les amis, je pense qu'on va clore ce live. Oh non, mais c'est bon, là, il y en a marre. On va tous rentrer dans nos pénates. Il faut qu'on aille dodo parce que demain, la semaine. Oui. Dernière semaine avant Noël, d'ailleurs. Et puis, on a la finalisation de ça pour le 22, et puis on doit finaliser l'épisode du 25 décembre. C'est ça. On a encore du boulot. On vous souhaite, à vous qui nous regardez et nous écoutez, de très bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Passez un joyeux moment en famille, entre amis ou même seul si vous aimez être seul, il n'y a pas de raison. Nous, on va se rentrer. Je vous remercie messieurs d'avoir été présents pour la soirée. On a fait un très bon live. Et on vous donne rendez-vous très vite pour le prochain podcast et le replay de ce live. Donc d'ici, bisous, bye bye, à très bientôt. Voilà. Salut les puissantes et les puissants. Bonne fête de fin d'année à tous. Bye. Ciao.